Bien. Chers collègues, petite annonce avant de démarrer sur notre audition du jour. Avec notre collègue Thomas Cazenave et plusieurs membres des 3 groupes de la majorité, nous nous sommes rendus compte que les dispositions que nous avons votées dans la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat concernant le plafonnement de l'indice des loyers commerciaux pour les PME et de l'indice de référence des loyers pour les ménages arrivent à expiration le 1er juillet. Donc, concrètement, sans aucune intervention du législateur, les commerçants et les locataires risquent de subir une hausse brutale de leur loyer dans les prochaines semaines. C'est pourquoi une proposition de loi visant à prolonger ce plafonnement jusqu'au premier trimestre 2024 a donc été déposée hier. Avec l'accord des secrétaires généraux de tous les groupes politiques, il a été convenu de l'examiner en urgence. Il est probable que cette proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de variation annuelle des indices locatifs, soit inscrite à l'ordre du jour de la séance du mercredi 31 mai ou jeudi 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. On est encore en attente de l'information. Elle serait alors soumise à notre commission le mardi 30 mai, après les QAG. Je vous remercie de bien vouloir déjà noter ces dates-là, 30 mai, et ensuite le 31 ou le 1er en hémicycle. Et merci de votre flexibilité sur ce sujet important sur lequel nous devons agir, sinon nous allons mettre un grand nombre d'acteurs et de personnes en difficulté. Sur ce sujet, je vous propose de désigner Thomas Cazenave comme rapporteur. Personne n'y voit d'inconvénient. Très bien, écoutez, nous avançons avec rapidité sur le sujet. Nous en arrivons donc à notre audition du jour. Bonjour à toutes et à tous. La Commission des affaires économiques renoue ce matin avec une pratique régulière sous la précédente législature, à savoir l'organisation d'une table ronde rassemblant les principaux opérateurs des télécoms, Orange, SFR, Bouygues, Free et la Fédération française des télécoms. Mais les temps changent. Les réunions des années passées portaient principalement sur l'atteinte des objectifs du New Deal mobile, un ensemble d'engagements pris par les opérateurs en janvier 2018 pour accélérer la couverture mobile des territoires. La tenue de la présente table ronde est plutôt justifiée par des préoccupations tenant d'une part à la fin annoncée du réseau cuivre et d'autre part aux problèmes constatés dans le déploiement de la fibre. Les services qui utilisent le réseau cuivre, en clair les téléphones fixes et les abonnements Internet ADSL, cesseront de fonctionner fin 2030. C'est Orange, en tant que propriétaire du réseau cuivre, qui décide et pilote sa fermeture en fonction de la progression du développement du réseau de fibre optique. Alors, sur le papier, cette transition technologique est très rationnelle. Sur le terrain, ce beau dispositif semble connaître quelques ratés, et je pense que plusieurs collègues en feront part ce matin. D'abord, il est reproché à Orange un certain manque de diligence dans l'entretien du réseau cuivre, ce qui peut conduire les abonnés à être privés de services durant plusieurs semaines, voire durant des mois. La presse a aussi mentionné récemment quelques récriminations des autres opérateurs sur le projet de libéralisation du prix d'accès au réseau ADSL. Concernant le déploiement de la fibre, l'usage massif de la sous-traitance a pu conduire à des installations quelque peu baroques quand elles ne dégradent pas les immeubles ou ne provoquent pas des débranchements d'autres abonnés. En outre, on constate un ralentissement problématique des déploiements de la fibre en zone d'appel à manifestation d'intention d'investissement et en zone très dense. Ces diverses difficultés ont particulièrement été relayées par notre collègue Luc Lamiraud, avec lequel j'ai co-signé début février un courrier adressé à Mme Christelle Edman, directrice générale d'Orange. Et l'opérateur a jugé préférable de venir s'expliquer directement devant la représentation nationale. C'est pourquoi nous organisons cette table ronde. Je précise qu'elle sera suivie la semaine prochaine d'une autre table ronde réunissant les opérateurs d'infrastructures. Et nous aurons aussi certainement l'occasion d'entendre l'ARCEP, le régulateur du secteur, très bientôt.
Madame, messieurs, vous avez à présent la parole pour votre propos introductif. Je crois que Orange souhaitait éventuellement commencer, c'est ce qu'on me disait, ou vous souhaitez la Fédération française. Très bien, madame, c'est à vous, je vous laisse se présenter. Chacun 5 minutes, c'est ça, ou une présentation globale qu'il faudrait qu'on ait en 25 minutes, 30 minutes grand maximum pour qu'ensuite on puisse vous interroger. Merci, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous au sujet de notre contribution à l'aménagement numérique du territoire, qui nous tient beaucoup à cœur, puisque comme vous, nous sommes les promoteurs de l'investissement et des entreprises pour qu'elles viennent s'installer dans les territoires. Nous investissons 14,9 milliards d'euros en 2021, l'équivalent de 900 collèges. Nous sommes des leviers en termes de croissance, puisqu'un euro investi par les opérateurs télécoms, c'est 6 euros de croissance, et un emploi dans les télécoms génère 2,5 emplois dans le secteur marchand. 90% des Français sont internautes, donc nous sommes conscients de nos responsabilités à cet égard. Nous sommes fiers des réalisations qui ont été faites grâce aussi à toutes les équipes des opérateurs, mais nous sommes aussi conscients du chemin qui reste parfois à parcourir. Et donc c'est la raison pour laquelle nous répondons présents aujourd'hui et nous sommes prêts évidemment à répondre à toutes vos interrogations. Sur le New Deal mobile, je comprends du président qu'il y a un satisfecit général qui rejoint celui de la Cour des comptes qui nous a été délivré en septembre 2021, même si nous ne sommes pas au bout du processus. 99,8% de la population est aujourd'hui couverte par au moins 3 opérateurs en 4G. Nous avons livré 2467 sites du dispositif de couverture ciblée dans les zones les plus rurales. Il reste encore 1200 sites à identifier, nous en avons bien conscience. Le dispositif s'étale jusqu'au 31 décembre 2027 et nous sommes à l'heure des échéances qui ont déjà été passées. Nous avons aussi 99% des sites, des 102 632 sites sur le territoire national qui fonctionnent aujourd'hui en 4G. Nous avons une densité de sites mobiles qui est à un niveau extrêmement élevé en Europe. Nous avons 6% de plus de sites par habitant qu'en Allemagne, 10% de plus qu'en Italie, 27% de plus qu'au Royaume-Uni, alors même que nous avons une topographie qui n'est pas particulièrement facile et favorable, et un nombre important de zones qui méritent d'une protection spéciale. J'y reviendrai en conclusion. Au niveau du fixe, nous avons aussi le record d'Europe en termes de nombre de lignes. Nous avons 34,4 millions de locaux raccordables. Dans les réseaux d'initiative publique, ça a été décuplé en 5 ans. Nous comprenons aussi qu'il reste malgré tout des impatiences et des insatisfactions. L'ARCEP a mesuré notamment la qualité des infrastructures et a donné de premiers chiffres qui seront complétés d'ici cet été. La présidente de l'ARCEP a indiqué qu'il y avait un taux de 1% du parc dans lequel le service et les interventions pour améliorer la qualité du raccordement dépassaient 1,2%. Donc, dans ces zones, nous avons concentré nos efforts. Nous avons construit un plan pour améliorer la qualité des raccordements, pour reprendre les infrastructures qui étaient parfois atypiques, sur lesquelles, je pense, nous aurons l'occasion de revenir. Et si nous avons des propositions pour améliorer encore la qualité de service et pour renforcer l'accélération des déploiements, c'est au niveau de la fibre plutôt par la vigilance du régulateur et par la facilitation des déploiements que la loi doit intervenir. Nous devons mieux anticiper notamment les contraintes environnementales et débloquer 1700 sites qui, potentiellement en zone littorale, pourraient connaître des difficultés. Il y a une proposition de loi notamment de Xavier Battu qui a été déposée sur ce sujet. Et nous avons aussi beaucoup de questions à traiter au niveau des raccordements électriques. Tous ne nécessitent pas l'intervention de la loi. Il y a d'abord le lancement des études dès la signature des baux qui permettrait d'accélérer considérablement donc l'instruction des autorisations d'urbanisme par rapport à des pylônes New Deal, mais aussi à des pylônes qui sont nécessaires pour renforcer la qualité de service et tout simplement soutenir la croissance des usages. Il y a aussi des incertitudes qui méritent d'être traitées par la loi, notamment sur la prise en charge des raccordements. Donc nous proposons de fixer dans la loi une règle selon laquelle les opérateurs télécoms
prennent en charge les raccordements de plus de 100 mètres, parce qu'aujourd'hui, il y a une incertitude qui crée des délais inutiles dans les déploiements. Et il y avait aussi des dispositions excellentes dans la loi Elan qui étaient simplement expérimentales, qui sont venues à échéance au 31 décembre 2022. Donc là aussi, il y aurait sans doute un intérêt à proroger cette expérimentation, en faire un dispositif pérenne, puisqu'il a produit des résultats très positifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui souhaite continuer? Monsieur Guérin, secrétaire général d'Orange. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je vous remercie de cette invitation qui nous permet effectivement d'échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur côté Orange, et je sais qu'ils vous tiennent à cœur également aussi. Je voudrais partager avec vous 3 messages très rapidement, mais d'abord vous dire que sur la question de la qualité du cuivre, en fait, aujourd'hui, on a des débats assez importants avec l'ARCEP sur effectivement comment faire en sorte que cette qualité soit gérée dans le cadre de l'extinction du réseau cuivre. On a aussi malheureusement quelques contentieux avec certains de nos camarades ici présents, opérateurs, sur cette qualité. On a aussi une question de modèle économique dans l'avenir pour financer la qualité du cuivre. Donc je répondrai à toutes vos questions, mais sur la qualité de cuivre, il y a un certain nombre de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre du fait de cette situation que je viens de décrire. Donc je voulais vous le dire en toute transparence d'emblée. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'organiser peut-être une autre réunion, si ça vous va, pour qu'on vous dise tout droit dans les yeux. Encore une fois, l'idée n'est pas de cacher ou d'éviter les réponses, mais de pouvoir le faire dans le contexte que j'ai expliqué précédemment. Les 3 messages que je voulais vous adresser, le premier, effectivement, celui que Lisa a déjà adressé, qui est que, sans nier effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer sur la fibre, il faut se satisfaire de la situation dans laquelle on est. Certes, 0,1% de lignes à problème correspondent à des dizaines de milliers de foyers qui sont mécontents, mais globalement, regardez les chiffres aussi de ce qui a été fait, et vous verrez qu'on reste, nous, opérateurs, très très mobilisés sur ces réalisations. Rien que chez Orange, c'est 34 000 salariés qui travaillent sur la fibre aujourd'hui. C'est 50 millions de raccordements THD qui ont été faits à travers le monde par Orange à fin 21. On porte l'essentiel de ces investissements, 9 milliards d'euros sur la fibre optique en France. 60% des 35 millions de locaux éligibles au FTTH sont raccordables grâce aux investissements, aux primo-investissements d'Orange. Donc on a passé les différents jalons, on est en train de passer les différents jalons sur les différentes zones qui nous étaient demandées. Donc on est vraiment effectivement au rendez-vous de ce déploiement. Et le plan d'entreprise qu'a annoncé Christelle Edeman, qui est Lead the Future, s'appuie et renforce encore cette volonté d'Orange d'être au rendez-vous en 2025 des déploiements pour que effectivement tous nos concitoyens puissent accéder à une fibre de qualité en attendant la suppression du cuivre d'ici 2030. Ça, c'était mon premier message. Mon deuxième message était de vous confirmer l'implication quotidienne de nos équipes sur la question de la QS, de la fibre. N'ayez aucun doute, on prend ce sujet très très au sérieux pour améliorer le service qu'on offre à nos clients. Alors derrière cette question de QS fibre, on met énormément de sujets différents. Il y a pour moi des sujets qui relèvent des OI, des sujets qui relèvent des opérateurs commerciaux, des sujets qui relèvent de la sous-traitance. Donc sur les OI, il y en a 2. Il y a tout ce qui est effectivement ces réseaux anciens ou qu'il faut remettre en conformité. Il y a des plans qui ont été proposés par les opérateurs concernés, Orange n'étant pas concerné. Ces plans sont suivis par l'ARCEP, ils se déroulent, il faut leur laisser le temps, je crois, d'avancer, mais c'est pris au sérieux. Il y a ensuite, côté OI, aussi une autre question qui est tout ce que vous connaissez bien, ces plats de nouilles, ces boîtiers dans les rues qui sont ouverts, qui ne sont pas sécurisés. Donc sachez que l'opérateur d'infrastructure qui est Orange prend très au sérieux cette situation. On a repris 2000 de ces points sensibles l'année dernière, on a prévu d'en reprendre 5000 cette année, et on va continuer donc à supprimer ces plats de nouilles, à resécuriser nos boîtiers, nos points de mutualisation. On est conscient que ce n'est pas qu'un problème pour les yeux, c'est aussi un problème d'exploitation. Donc en tant qu'OI, nous sommes attentifs à ces 2 sujets-là. En tant qu'opérateur commercial, vous avez un plan qui a été défini par la FFT, mis en œuvre, qui traite en 4 points que Lisa a évoqué tout à l'heure, qui se déploie aussi, qui est la certification des sous-traitants. Vous connaissez tous ces sujets-là. Ça s'implémente, ça commence à effectivement donner des premiers résultats, c'est une bonne chose. Et puis le dernier sujet qui reste, c'est effectivement la sous-traitance, qu'on n'oublie pas non plus, puisque effectivement pour avoir des travaux de qualité, il faut une sous-traitance de qualité, donc on le traite par la certification,
qui est un des 4 points, mais on le traite aussi par des augmentations de rémunération, puisqu'on a augmenté, pendant la période Covid, on avait augmenté très considérablement les rémunérations des sous-traitants. On a continué à le faire l'année dernière avec des augmentations de 3,5%. Là, je parle d'Orange, et on vient d'augmenter encore les tarifs cette semaine de 4% pour effectivement permettre à nos sous-traitants d'absorber. On a aussi simplifié énormément les relations contractuelles qu'on avait avec eux pour supprimer tout ce qui est surcharge, coût inefficace, procédure inefficace. On est parfois des entreprises de taille différentes, donc on a simplifié. C'était vraiment le deuxième message que je voulais vous adresser, qui est que l'AQS Fibre est vraiment pris très au sérieux par les opérateurs. Et ces 4 points, ces 3 ou 4 points que je viens d'évoquer sont traités et donnent déjà des résultats. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est vous rassurer sur le fait, alors je sais que vous aimez les preuves et pas simplement les déclarations, mais vous rassurer sur le fait que nous serons au rendez-vous d'une généralisation de la fibre optique en 2025. Donc nous n'avons pas arrêté de déployer, contrairement à ce que je lis de ci, de là. Nous avons continué à le faire, nous continuerons à le faire. Il reste un certain nombre de prises à faire. Nous les ferons d'ici 2025. Je le dis devant vous. Il y a un certain nombre de sujets qui doivent être réglés pour nous aider à les faire. Je pense particulièrement au raccordement complexe, au raccordement sur les propriétés privées, sur lequel on n'a pas encore de solution définitive et efficace, en tout cas industrielle. On a proposé un guichet de cohésion numérique unique qui permettrait de gérer ces sujets. Il faut maintenant avancer. Donc vous avez d'une part le déploiement de la fibre qui va se poursuivre et d'autre part la fermeture du cuivre qui se déroule. Les expérimentations se déroulent les unes après les autres. On en est à la deuxième. On est là sur des expérimentations avec plusieurs centaines de milliers de foyers concernés. Tout se passe bien. C'est le fameux lot 2. On va bientôt publier des résultats précis. Il faut encore qu'on améliore le dispositif, notamment dans la relation qu'on a avec les collectivités locales. Mais tout ça est en cours pour que, effectivement, d'ici 2030 au plus tard, on puisse éteindre ce cuivre et permettre à nos concitoyens de basculer sur la fibre. Et puis, quand entre 26 et 30, ils n'auront pas encore la fibre, leur permettre aussi d'avoir des technologies plus efficaces. Le satellite, on a des nouvelles générations de satellites qu'on commercialise, et puis la 4G fixe, la 5G fixe, qui sont aussi des solutions de qualité pour augmenter les débits et la qualité de service. Voilà, j'ai été trop long, pardon, mais c'était un petit peu les 3 messages qu'on voulait vous passer, en attendant les questions, qui, je suppose, seront nombreuses. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je vous propose donc de passer monsieur Ali, secrétaire général du groupe Altice SFR. Merci d'être là, c'est à vous. Je vous laisse appuyer sur le bouton. Voilà, c'est parfait. On est bon ? Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Avant tout, merci de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de nous exprimer à cette table ronde. Je pense que Lisa et Nicolas ont déjà bien évoqué les sujets du secteur, donc je me permettrai de me concentrer un peu plus sur le groupe Altice SFR et sur les engagements que nous avons pris, ces engagements réels qui se matérialisent maintenant depuis plusieurs années, s'agissant du plan très haut débit. D'une part, en matière d'investissement, le groupe Altice investit 5 années près de 3 milliards d'euros dans les infrastructures télécoms. D'autre part, nous réalisons un déploiement massif d'infrastructures télécoms, et ça vaut également pour mes camarades autour de cette table ronde. On déploie à marche forcée sur le territoire, et ça, c'est sans égal à l'échelle européenne. Pour vous donner un petit peu d'éléments chiffrés, côté mobile, aujourd'hui, SFR, c'est une couverture 4G de 99,8%. Une couverture dans le cadre du New Deal. Une couverture de 63% en 5G, avec plus de 7300 communes ouvertes. Ces déploiements n'ont pas été épargnés par les difficultés, par la crise du Covid, par des moratoires, par des contraintes sanitaires, ainsi que des contraintes de déploiement liées à des dispositifs légaux comme la loi littorale que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est ce qui nous freine un petit peu dans nos déploiements, même si nous déployons de manière intensive et accélérée. Côté fibre et fixe, SFR, aujourd'hui, c'est 32 millions de prises THD commercialisables, avec, à ce stade, via notre filiale XP Fibre, plus de 6 millions de prises déployées en zone moyennement dense. Grâce à la mobilisation des pouvoirs publics, des collectivités et de l'ensemble des acteurs de la filière, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, et on peut tous s'en féliciter, que le plan France Très Haut Débit
est un succès, comme le Gilet. Nous avons réussi, en moins de 10 ans, à apporter la fibre aux Français, là où la construction d'un réseau de transport d'électricité a pris près de 50 ans. Il ne faut pas l'oublier. La grande majorité des déploiements, s'agissant de la fibre, sont aujourd'hui derrière nous. Mais il faut aller au bout. Il y a encore un certain nombre de déploiements à réaliser. Nicolas parlait des déploiements complexes. On a bien conscience qu'aujourd'hui, tous nos concitoyens qui ne sont pas encore fibrés, cette attente est insupportable. On y travaille collectivement pour répondre à leurs attentes et déployer au plus vite. Par ailleurs, comme ça a déjà été évoqué, il y a certaines zones qui sont particulièrement accidentogènes. Vous avez certaines zones en Île-de-France où le taux d'échec au raccordement, le taux de SAV est plus important que la normale. Ça concerne certains réseaux spécifiques, certains réseaux qu'on qualifie d'atypiques. On en a parfaitement confiance. Mais il n'en demeure pas moins que cela concerne un nombre mineur de dysfonctionnements et d'incidents. Alors, il ne s'agit pas là de minimiser ces incidents, mais plutôt de les remettre en perspective avec le déploiement de 80% du territoire aujourd'hui qui s'est fait à marche forcée en moins de 10 ans. Déployer la fibre aussi vite, ça ne se fait pas sans difficulté. Mais il ne faut pas minimiser ces difficultés, comme je l'indique. Et nous, opérateurs autour de cette table, on est là justement pour réparer toutes ces malfaçons, tous ces dysfonctionnements. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a des mesures qui ont été mises en place par la filière, les comptes rendus d'intervention, les certifications, les habilitations, le partage des plannings, avec pour conséquence que on voit aujourd'hui, même si il faudra faire un état des lieux à la fin de l'année, c'est ce qui est prévu, on voit une nette amélioration en termes d'incidents et d'accidentologie. Couplé à cela, vous avez, comme le disait Nicolas, la reprise de certains réseaux. Il y a certains opérateurs, sous l'égide de l'ARCEP, qui ont décidé de lancer des plans de reprise. En l'occurrence, nous, via notre filiale XP Fibre, nous avons lancé un plan de reprise de réseau atypique, essentiellement réseau en Île-de-France, où nous reprenons 900 PM, 900 points de mutualisation, ce sont les armoires de rue que vous connaissez, qui représentent l'équivalent de 400 000 prises. Ce plan a démarré fin 2022. Les premiers résultats de l'ARCEP, puisque l'ARCEP contrôle ce plan de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sont probants. Nous avons reçu un premier satisfecit de l'ARCEP, et c'est un plan qui va s'étaler jusqu'en 2024, avec pour principal objectif diminuer l'accidentologie de ces réseaux. Croyez donc que notre objectif, ce n'est pas de minimiser les problèmes, mais c'est surtout de les résoudre. Ce plan de déploiement de la fibre, à ça vient s'adosser un grand projet qui est la fermeture du cuivre. On ne pourra pas réaliser avec succès la fermeture du cuivre sans avoir réussi ce déploiement de la fibre. S'agissant du déploiement du cuivre, il y a un point qu'on aimerait apporter à votre attention, c'est que nous aurons besoin de tous les acteurs de la filière, nous aurons besoin des pouvoirs publics, des collectivités, pour une chose bien précise, adopter une communication neutre et pédagogique pour permettre à tous nos concitoyens de bien prendre conscience de la fermeture du cuivre et leur expliquer tout simplement comment passer à la fibre. Nous aurons besoin de vous. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je vous propose de passer à monsieur Lombardini, président du conseil d'administration d'Iliad. Bienvenue et merci d'être avec nous. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, merci de nous entendre aujourd'hui. Je ne vais pas paraphraser mes camarades, juste quelques points. Le premier, c'est je pense qu'on peut, avant de porter le regard sur les choses qui ne fonctionnent pas, se réjouir du succès du plan très haut débit, qui est un sujet, je pense, assez largement transpartisan, qui est un sujet très français dans la mesure où on est bon dans les infrastructures et on a collectivement construit de façon très efficace, c'est-à-dire qu'on
on a un seul réseau dans la plupart des territoires. Nous, on a l'expérience également de la Pologne, de l'Italie, de l'Irlande, où on voit souvent des réseaux concurrents, donc quelque chose de compliqué pour à la fois l'investissement et les utilisateurs. En France, on a vraiment construit un réseau, je pense, très proprement, même si je ne néglige pas les petits problèmes qui demeurent. Et on a réussi à faire travailler ensemble la puissance publique, à la fois l'État central, les collectivités locales, les opérateurs alternatifs, l'opérateur historique, avec l'aide du régulateur et des gouvernements successifs pour faire un projet qui nous met à la première place en Europe en nombre de foyers effectivement raccordés au très haut débit. Il y a 5 ou 7 ans, on était très loin dans les classements, donc commençons par nous réjouir de cela. Le deuxième point sur lequel je voudrais porter l'attention, c'est que les opérateurs alternatifs, les 3 qui sont à cette table, ont pris plus de la moitié de l'investissement privé en charge. Il faut rendre hommage au travail, je dirais, d'exécution, de construction des réseaux qui a été fait par Orange, mais au travers du cofinancement, on est dans un modèle vertueux où les opérateurs alternatifs portent une très large part des investissements. Deuxième point, pour parler de nous un petit instant, on est le premier opérateur alternatif en France, donc le premier opérateur derrière l'opérateur historique, avec un peu plus de 7 millions de foyers abonnés à l'Internet fixe au travers de nos offres. Et on a d'ores et déjà migré 2/3 de ces 7 millions d'abonnés à la fibre. Depuis 2018, on ne propose que la fibre dès lors qu'on est sur une zone qu'on a effectivement fibrée. On ne vend plus d'ADSL sur les zones où la fibre est disponible. Néanmoins, on constate que sur des réseaux qui sont ouverts depuis plus de 5 ans, il reste environ 10% d'abonnés cuivre qui sont réticents à migrer à la fibre, même quand c'est au même prix, même quand c'est dans le même contrat, même quand on prend en charge la totalité des travaux de raccordement. Et ça mène au point suivant, qui est la fermeture technique du cuivre. Ça nous paraît un sujet essentiel pour 3 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas s'offrir collectivement 2 réseaux nationaux avec un nombre d'abonnés qui ne change pas. Le coût devient démesuré. Le deuxième aspect, il est environnemental. Le réseau cuivre coûte très cher en énergie, et encore plus ces derniers temps. Et le troisième, c'est ces fameux 10% d'abonnés qui, je pense, chez tous les opérateurs, demeurent sur le cuivre, quoi qu'il arrive, tant qu'il existe. C'est important d'utiliser la fermeture technique pour arriver à les faire migrer. Donc, en résumé, on pense que la régulation, donc les travaux de l'ARCEP menés en ce moment, devraient mener à une organisation qui favorise cette fermeture technique et de la faire le plus rapidement possible. Alors, je sais que vous êtes des élus proches des territoires. Il ne s'agit pas de créer la panique, mais bien de faire une fermeture qui soit propre et organisée. Donc, on a vraiment besoin de travailler ensemble. Ce n'est pas juste le sujet d'Orange ou juste le sujet des opérateurs, c'est un sujet collectif, de même qu'à une époque, il a fallu arrêter la télévision analogique. Et les expérimentations nous laissent assez optimistes sur le fait que tout ceci est assez gérable. Dernier point sur la fibre. Là, c'est vraiment un point très important. Alors, il est conjoncturellement sur le devant de la scène à l'occasion d'une PPL. Nous, on pense de façon très claire qu'il ne faut pas changer l'organisation industrielle. On ne nie pas le fait qu'il y a quelques pourcents de lignes sur lesquelles il peut y avoir des problèmes et on les traite de façon très organisée avec l'ARCEP, entre opérateurs, entre OI et OC, avec le regard vigilant du gouvernement et des pouvoirs publics et le vôtre. Mais remettre en cause le modèle qui aujourd'hui est organisé, si je le schématisais, il y a 32 millions d'abonnés fixes qui dialoguent avec les 4 opérateurs commerciaux que vous avez face à vous, qui eux-mêmes sont en relation avec une centaine d'opérateurs d'immeubles, d'OI, d'opérateurs de réseau. L'idée de remplacer ce schéma qui fonctionne, qui a été long à mettre en place, avec des systèmes d'information, des contrats, des salariés, des sous-traitants, de le bouleverser au milieu du gué pour dire que c'est finalement les opérateurs de réseau qui vont être les interlocuteurs des abonnés et les OC, les opérateurs commerciaux qui vont parler à la centaine d'OI, c'est la certitude qu'on arrête tout pendant 24 mois. Alors, vu de chez nous, opérateurs, je vais vous dire, ce n'est pas forcément un drame, parce qu'on va arrêter les investissements et l'activité fibre va enfin générer du cash.
je dis ça de façon un peu provocante, je ne pense pas que ce soit l'objectif que de se dire on arrête le déploiement de la fibre alors que ça fonctionne, parce qu'il y a moins d'1% des lignes qui posent problème. Donc vous l'avez compris, on est très engagés, je pense, tous les quatre autour de la table sur le plan qualité. L'ARCEP nous suit de très près, le gouvernement également. On prend des engagements qui sont forts, mais laissez-nous le temps de délivrer la promesse de qualité avant de changer le modèle qui aura des effets catastrophiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous propose de terminer ce tour de table avec Monsieur De Tournadre, directeur des affaires réglementaires de Bouygues Télécom. Merci, Monsieur le Président. Je m'inscris bien sûr dans les propos qui viennent d'être tenus. Pour ma part, rappelez peut-être que Bouygues Télécom n'est pas un opérateur d'infrastructure, mais un opérateur commercial, qui co-investit dans les infrastructures, donc qui participe pleinement à leur financement. Voilà. Moi, je centrerai mon propos sur la qualité de la fibre, qui est une des questions posées à cette table ronde, et je profite de cette occasion pour vous assurer de notre plein engagement dans le plan qualité de la filière qui a été annoncé ces derniers mois. Voilà. Nous croyons vraiment que c'est l'amélioration des processus industriels de raccordement, le renforcement de la formation des intervenants et la reprise des réseaux accidentogènes qui résorbera dans le futur rapidement les difficultés. Pour notre part, nous croyons beaucoup à l'amélioration des processus. Nous avons fait beaucoup de propositions sur le sujet par le passé et encore maintenant. Voilà, nous transmettons bien sûr nos plans d'intervention aux OI qui nous le demandent. Nous auditons nos sous-traitants régulièrement, nos intervenants sur le terrain. Nous avons limité très tôt aussi le rang de sous-traitance à 2 rangs. Ça, c'était important de le faire. Le processus d'auto-certification des intervenants est en cours chez nous. Il est relativement bien avancé. Nous avons également développé très tôt l'outil e-intervention, on y reviendra peut-être, qui permet de détecter les déconnexions des clients sur le terrain, voilà, qui permet comme ça à l'opérateur commercial du client qui a été déconnecté de pouvoir intervenir proactivement sur le terrain pour lui rétablir sa connexion. Et nous proposons même d'aller un petit peu plus loin sur cet outil, de passer à une phase 2 qui permettra à l'intervenant sur le terrain qui a déconnecté malencontreusement le client de pouvoir le rétablir sa connexion directement quand il est encore sur le terrain. Et ça permettra à tout le monde de gagner beaucoup de temps. Voilà. Alors vous le croirez ou pas, mais c'est pourtant l'exacte vérité. Nous sommes vraiment en empathie avec tous nos clients. La raison d'être, notre raison d'être, c'est d'améliorer la vie numérique de nos clients, de répondre à leurs problématiques, de résoudre leurs problèmes. Voilà. Je citerai quelques exemples, par exemple, très brièvement. Voilà. Quand un client perd sa connexion, par exemple, nous lui mettons à disposition un galet 4G qui permet de pouvoir rétablir une connexion Internet le temps de résoudre son problème. On fait également des remises sur facture, le temps d'interruption. En cas de malfaçon provoquée lors d'un raccordement chez le client, on a mis en place un processus de traitement de ces malfaçons. Donc on vient chez le client régler, remettre en état ce qui a été mis en désordre. Voilà. S'il y a également besoin de travaux en domaine privatif, on propose à nos clients une liste de sous-traitants, voilà, qu'on a un petit peu référencée, qui permet aux clients de pouvoir mettre en conformité son installation, pouvoir réaliser le raccordement. Voilà. Et enfin, je dirais, voilà, tout bad buzz sur la fibre est préjudiciable à notre image. Et c'est vraiment pas notre intérêt à nous de faire perdurer les difficultés. Et on met vraiment tout en œuvre avec la filière pour résoudre toutes ces difficultés. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce premier tour de table. Je vous propose maintenant de passer aux orateurs de groupe. Alors, le principe, je vous le rappelle, c'est 4 minutes par orateur de groupe, inclus votre réponse. Donc, la personne qui vous interroge a la possibilité de s'arrêter au bout de quelques secondes et faire un jeu de ping-pong avec vous. Ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, maximum 3 minutes, histoire de vous laisser toujours 1 minute de réponse. Le chrono est juste derrière ici. Alors comme vous êtes 5 aujourd'hui, je vous propose, si c'est possible, d'orienter votre question vers un des interlocuteurs ou alors de votre côté de choisir qui répond et d'alterner vis-à-vis des 10 orateurs de groupe. Une fois qu'on a précisé les règles, je vous propose de commencer avec monsieur Éric Botorel du groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, des politiques ambitieuses dans le secteur des télécoms ont été mises en œuvre sous la précédente mandature. Le plan France Très Haut Débit, porté par notre majorité, a fixé l'objectif de la généralisation de la fibre optique d'ici 2025, grâce à un investissement sans précédent de 20 milliards d'euros publics et privés. L'objectif de 80% de couverture fin 2022 est quasiment atteint, avec un déploiement satisfaisant dans la majorité des cas, faisant aujourd'hui en France
le pays le plus avancé en Europe en termes de déploiement de la fibre, et nous pouvons, je crois, nous en féliciter. En parallèle, la généralisation du très haut débit mobile a été rendue possible par le New Deal mobile. En Bretagne, par exemple, 2/3 des sites en couverture ciblée étaient en service fin 2022. L'objectif est clair, parvenir à une complétude des réseaux fixes et mobiles. Toutefois, des disparités territoriales subsistent en matière d'accès à la fibre, en plus d'insuffisances de qualité pour certains raccordements et de difficultés liées aux raccordements complexes, le tout dans un contexte de fermeture prochaine du réseau cuivre. Alors, quelle solution ? Une initiative législative a vu le jour au Sénat l'été dernier avec l'objectif d'ancrer dans la loi des modifications structurelles du modèle utilisé jusqu'alors, ainsi que des engagements pris par la filière à la rentrée 2022. Ces engagements remettent les opérateurs d'infrastructures au cœur des dispositifs, renforcent le dialogue entre les parties prenantes, sous l'égide des pouvoirs publics et de l'ARCEP, acte un meilleur contrôle des raccordements, limite la sous-traitance. Cela va, me semble-t-il, dans le bon sens. Je salue en parallèle l'initiative du ministre Barrot de réunir les parties prenantes afin de parvenir à un accord global pour parachever le déploiement de la fibre, en contrepartie d'une réforme de la fiscalité des télécoms. L'ouverture d'une réflexion autour de l'IFER ou du fair share me semble opportune à cet égard. Aussi, pouvez-vous nous dresser un premier bilan des engagements pris en septembre 2022 et nous exposer également l'état des lieux en matière de complétude des réseaux fixes et mobiles, notamment en zone littorale ? Je serai par ailleurs preneur de vos retours sur la façon dont vous accueillez le très attendu filtre anti-arnaque et la manière dont vous êtes mis à contribution pour le faire fonctionner dans le cadre du prochain texte de loi à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors en 2 minutes, qui souhaite répondre ? Allez-y. Merci, monsieur Boterel. Donc, au sujet, tout d'abord, de la complétude de la mise en œuvre du plan donc, qui a été arrêté en septembre 2022. Donc, nous avons tous limité les rangs de sous-traitance à 2. C'était un point très important pour la qualité des interventions et pour le pilotage des interventions par les opérateurs commerciaux. Nous avons tous aussi commencé à mettre en œuvre la certification et les dispositifs d'auto-certification des intervenants. Donc l'objectif est ensuite, après l'été, à la fin de l'année, d'opérer un audit de ce dispositif pour passer, le cas échéant, à une phase 2. Nous avons aussi tous mis en œuvre e-intervention. E-intervention, c'est un dispositif très important puisqu'il permet d'identifier celui qui est intervenu sur le point de mutualisation, de transmettre immédiatement l'information sur le respect des normes à l'opérateur d'infrastructure, à l'opérateur commercial, et ensuite, pour chacun, d'intervenir sur le point de mutualisation pour opérer les éventuelles déconnexions et les traiter le plus rapidement possible. Nous avons des objectifs de 75% de conformité des CRI photos en juillet, et puis on va passer à 95% l'année prochaine. Sur la reprise des infrastructures, ça c'est la qualité de l'art qui est importante pour que toutes les prises soient correctement reprises. Sur la reprise des infrastructures, il y a un plan extrêmement ambitieux. Orange vous a déjà donné quelques chiffres pour ces réseaux. Il y a des plans qui ont été certifiés par l'ARCEP et qui sont mis en œuvre en associant les collectivités territoriales dans les quelques réseaux qui sont accidentogènes. Donc ce suivi, il est effectué avec vigilance par l'ARCEP, qui nous a réunis tous il y a quelques semaines et qui va publier des indicateurs d'ici l'été et qui serviront ensuite de référence pour regarder l'amélioration sur les réseaux. Effectivement, il faudra plusieurs mois encore pour arriver à le mettre en œuvre complètement, mais la trajectoire est en route. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à M. Aurélien Lopez-Gligori, groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. En septembre dernier, j'ai eu l'opportunité d'être rapporteur sur le projet de loi de finances volet télécom. Et dans ce rapport, j'avais eu l'occasion de vous auditionner sur les malfaçons, les retards de déploiement ou encore sur les raccordements des zones complexes. J'avais d'ailleurs proposé ici, dans cette commission, un amendement pour augmenter les fonds alloués aux zones complexes, qui avait été adopté en commission des affaires économiques, mais qui avait été refusé par la majorité en commission des finances. Vu que je vous ai déjà auditionné sur ces sujets lors des auditions, je vais vous entraîner sur un sujet un peu annexe. Lors des auditions, vous avez clairement dénoncé une fiscalité inadaptée, voire discriminante à votre encontre. Je pense à l'IFER et à la TOS, alors même que vous êtes en période d'investissement lourd dans nos réseaux. En parallèle, vous avez les GAFAM qui s'accaparent toujours plus la bande passante. Au total, ce sont 5 plateformes telles que Google, Netflix ou Amazon qui captent plus de la moitié du trafic. Donc le résultat, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez investir toujours plus
pour supporter un trafic qui ne cesse de s'alourdir, pendant que des grandes sociétés américaines, qui en plus ne payent presque pas d'impôts en France, se gavent sur vos investissements et donc nos investissements. D'où une proposition judicieuse qu'avait fait la fédération, enfin les fédérations de télécom et vous-même, c'est d'établir une taxe sur la bande passante pour faire payer aux GAFAM une taxe proportionnelle à la place qu'ils occupent sur le réseau. Quand j'en avais discuté un peu avec vous, et puis on m'avait répondu que c'était un sujet européen qui devait être traité au niveau européen. Et que d'ailleurs, donc il y a une consultation européenne qui a commencé en début de l'année. Mais je me pose la question, est-ce qu'on devrait se limiter est-ce qu'on ne devrait pas prendre les devants et nous-mêmes aller en avant? Bruno Le Maire n'a pas attendu l'Union européenne pour faire une taxe GAFA. Aujourd'hui, donc, nous ne sommes pas obligés d'attendre l'Union européenne. Et peut-être, il serait intéressant de prendre dans notre sillage l'Union européenne, commencer à édicter une norme. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible donc d'entraîner l'UE dans notre sillage, et est-ce que vous avez une idée des raisons de cette lenteur de l'Union européenne sur ce sujet, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Merci. Merci beaucoup. Alors en 1 minute 30, qui souhaite répondre? Allez-y. Alors, sur l'IFER, donc au départ, c'était une taxe qui était accessoire à la CVAE qui va être supprimée d'ici la fin de l'année. Cette taxe va subsister à la CVAE. Elle était destinée à corriger un effet d'aubaine de 125 millions d'euros. Elle atteint aujourd'hui 270 millions d'euros. Nous proposons une stabilisation intertemporelle de cet impôt, puisqu'elle va diminuer mécaniquement avec le décommissionnement de la 2G et de la 3G. Sur l'OTT Fair Share, alors ce n'est pas vraiment une taxe, c'est plutôt une contribution au financement des réseaux, puisqu'il y a un déficit d'investissement à l'horizon 2030 de 174 milliards d'euros qu'a exposé la Commission européenne. Donc nous venons, la Fédération française de télécom, de répondre à la consultation publique annoncée par Thierry Breton, qui vient de s'achever le 19 mai. Et en septembre, il y aura une annonce de la Commission européenne et du commissaire Breton sur ce qu'il fera de cet instrument. C'est important d'agir à l'échelle européenne parce que sinon, il risque d'y avoir des mécanismes de contournement. Donc on sera plus fort à l'échelle européenne et ce sera pertinent aussi au regard de l'échelle des investissements des réseaux d'agir à l'échelle européenne. Mais évidemment, tout appel et tout soutien des députés et des sénateurs, il y a eu notamment au Sénat une mission d'information sur le sujet, est extrêmement précieuse, comme on l'a vu notamment avec la loi Avia, qui est quand même aussi à l'origine d'IDS. Donc nous serons prêts à travailler avec tous les députés intéressés par ce sujet. Et je crois que nombre d'entre vous, déjà autour de la table, ont déjà eu l'occasion d'échanger avec les membres de la FFT. Nous serons ravis de poursuivre ces échanges. Je vous remercie, Madame Chikirou, pour le Merci, groupe Monsieur le La France Président, Insoumise. collègues, messieurs, dames. Bon, lorsqu'on pose la question technique du raccordement à la fibre, on pose en réalité la question pratique de l'accès à Internet, qui est aujourd'hui indispensable au quotidien des Français. La fracture numérique dans notre pays, c'est 1 Français sur 3 qui a soit un problème d'accès, soit un problème d'utilisation. Ce n'est pas une fracture générationnelle seulement, c'est aussi et beaucoup sociale et territoriale. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous êtes satisfait, et on l'a entendu ce matin, d'avoir techniquement presque atteint les objectifs quantitatifs du déploiement de la fibre. Parce qu'au niveau qualitatif, on est en droit de vous questionner, parce que tout cela ressemble finalement à une innovation à 2 vitesses. Le réseau cuivre voué à disparaître n'est plus entretenu. On voit des habitants privés de services pendant des mois entiers, comme ce fut le cas dans le Calvados récemment. Le raccordement à la fibre non plus n'est pas bon. Les opérations de raccordement sont mal faites. Il y a des dysfonctionnements, un abaissement de services. Historiquement, c'était Orange qui assurait l'homogénéité et la qualité du réseau sur le territoire. On a voulu aller vite, très vite, plus vite pour moins cher, au prix de l'exclusion finalement de millions de nos concitoyens qui sont laissés pour compte, peut-être 10% seulement, mais c'est énorme, surtout quand c'est toujours sur les mêmes que ça porte. Vous faites vite et mal. Je suis désolée de le dire comme ça. Vous avez bénéficié de la mansuétude de l'autorité de régulation des communications électroniques avec les fameuses dérogations stock, qui sont de la sous-traitance à l'opérateur commercial. Finalement, ce qui devait être l'exception est devenu la règle, et 75% des opérations qui présentent des défauts sont dues à la sous-traitance. Donc, quelles mesures avez-vous d'ores et déjà engagées contre le recours abusif à la sous-traitance? Le Sénat vient de légiférer, c'est la PPL Chaise.
allez-vous, oui ou non, prendre vos responsabilités dans cette chaîne ? Donc, allez-vous stopper, moi je le dis très clairement, allez-vous stopper, arrêter de supprimer des postes en interne ? Allez-vous recruter ? Allez-vous investir dans la formation professionnelle ? Allez-vous assumer des devoirs ? Les devoirs qui sont les autres, parce qu'on vous a entendu parler de vos droits. Vous avez des droits à faire du profit. Vous avez des droits à tirer profit des décisions politiques qui sont prises par le gouvernement. Vous vendez aujourd'hui, par exemple, beaucoup de neufs, alors qu'on devrait entrer dans un cycle de reconditionnement, donc d'éco-conception des produits. Est-ce que vous êtes prêt à prendre vos responsabilités dans ce domaine aussi écologique et environnemental ? Vous parlez des investissements que vous avez faits, mais vous avez augmenté le prix des abonnements 20% en un an. Vous avez augmenté vos marges. Donc ces investissements sont justifiés. Vous ne pouvez pas vous plaindre de faire des investissements et en même temps d'augmenter vos profits, d'augmenter les tarifs. Donc des droits, oui, des devoirs, assumez-les et de bonne façon. Merci. Merci beaucoup. Alors en 1 minute 15, qui souhaite répondre ? Allez-y, madame. Ou quelqu'un d'autre qui souhaite répondre. N'hésitez pas. 1 minute 15. Non, très rapidement. Donc, il y a énormément de questions et de sujets. Oui, on prend nos responsabilités. Je vous rappelle que le modèle de déploiement et les attentes de l'ARCEP, du régulateur de l'État, ont été extrêmement importantes. Et donc, on a dû faire des déploiements massifs, effectivement, dans des délais qui n'avaient jamais été vus. Aucun réseau n'a jamais été déployé dans le monde aussi vite et aussi rapidement. Aujourd'hui, la France est numéro 1. Donc, on a pris nos responsabilités. Évidemment qu'on a dû sous-traiter, s'appuyer d'ailleurs sur une sous-traitance de qualité, je le redis. Hein. Non, attendez. Laissez-moi juste parler. Je ne dis pas de qualité au niveau des intervenants, je parle au niveau, ce sont des professionnels du BTP sur lequel, en s'adressant aux entreprises de rang 1 qui étaient les structures, on a développé de l'emploi en France, d'accord ? On a développé de l'emploi en France. On leur a demandé de déployer très massivement et très rapidement pour répondre aux engagements, sous menace parfois de sanctions très sévères du régulateur, si on n'atteignait pas un certain nombre de jalons. Et vous savez qu'il y a eu des contentieux qui ont d'ailleurs été perdus sur cette thématique-là. Donc on a dû déployer très rapidement dans une première phase pour atteindre ces fameux jalons. Ces jalons ont été atteints. Aujourd'hui, effectivement, il faut reprendre cette qualité, je le redis, il faut refaire tout ce qu'on vous a décrit en intervenant, en refaisant un certain nombre d'interventions. Vous nous avez parlé d'engagement RSE. Nous avons tous pris des engagements RSE, effectivement, pour diminuer les impacts environnementaux des réseaux. Nous nous mettons à disposition de nos clients aussi pour qu'ils diminuent. Et je vais juste dire une dernière chose sur les augmentations de tarifs. Nous n'avons pas augmenté nos tarifs de 20%. Nous sommes un secteur qui est déflationniste en période d'inflation. Merci, monsieur le secrétaire général. Je vous propose de passer à Virginie Duby-Muller du groupe LR. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs. Il y a 10 ans, le gouvernement déployait le plan France Très Haut Débit, un plan d'investissement massif pour que l'ensemble du territoire français soit couvert par la fibre optique et qui a permis de rendre plus de 80% des Français raccordables à la fibre optique en 2022. Il y a 5 ans, l'ARCEP et le gouvernement annonçaient un New Deal mobile pour réduire la fracture numérique mobile en s'appuyant notamment sur des pylônes mutualisés entre les opérateurs. Cette stratégie a permis à la France de combler son retard et de devenir un vrai champion du haut débit grâce à l'action de l'État, des collectivités territoriales et de l'ARCEP. Pourtant, force est de constater que de nombreux dysfonctionnements persistent, tant chez les particuliers que chez les professionnels. Dans ma circonscription, je suis très souvent interpellée sur le manque de débit Internet, autant dans les zones rurales qu'urbaines, qui se sentent complètement délaissées sur le plan numérique. À l'heure où les usages ont évolué, notamment le télétravail, il est inimaginable pour nos concitoyens de ne pas avoir un accès à un réseau très haut débit et fiable. Sans compter les dérives liées à l'installation de la fibre, avec certains techniciens qui n'hésitent pas à demander de l'argent en espèces pour poursuivre les malfaçons, les raccordements ratés et autres débranchements sauvages d'abonnés sur les réseaux de fibre. La partie en RIP de la Haute-Savoie fait d'ailleurs partie des OI ayant un taux de panne et d'échec de raccordement parmi les plus élevés. Le sénateur Patrick Chaize a fait adopter à l'unanimité une proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communication électronique à très haut débit en fibre optique. Pensez-vous que ce texte soit une bonne réponse au blocage actuel ? Pensez-vous que le mode stock soit encore le plus adapté, étant donné les dysfonctionnements précédemment évoqués ? En 2020, une nouvelle feuille de route élaborée par la filière a conduit à un nouveau modèle de contrat de sous-traitance. Quel process avez-vous mis en place pour répondre à ces objectifs ? Comment améliorer la qualité des interventions et leur traçabilité ? Par ailleurs, alors que les opérateurs télécoms sont des acteurs centraux dans cette stratégie de déploiement des réseaux, des freins ou des mesures de blocage demeurent pour parvenir à une complétude de la couverture du territoire.
quelles mesures législatives pourraient parachever la couverture mobile du territoire et réduire les délais de déploiement? À quelles contraintes réglementaires, environnementales ou en matière d'urbanisme êtes-vous encore soumis? Je vous remercie. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Allez-y. Alors, sur les déploiements, je vais commencer par là, c'est très rapide. Donc, il y a les dispositions sur la loi littorale, donc notamment la proposition de loi de M. Battu, d'autres propositions de loi qui ont été déposées qui vont dans le bon sens, puisqu'il y a 1700 sites potentiellement bloqués. Il n'y a pas seulement les littorales, toute la Bretagne notamment, mais aussi toute la côte ouest, le sud. Il y a aussi notamment la Savoie, où il y a des lacs qui sont soumis à la loi littorale. Pour vous donner juste un exemple, dans le Morbihan, 144 sites potentiellement bloqués, la prorogation de la loi Elan. Sur la proposition de loi stock, il y a un vrai sujet sur quelques réseaux atypiques. Donc la présidente de l'ARCEP l'a dit, 0,12% de SAV qui doivent être traités, mais il y a des réseaux dans lesquels il y a beaucoup plus d'accidents que la moyenne, notamment celui que vous avez cité, le RIP en Savoie. Donc sur ces réseaux, très clairement, il faut des plans de reprise. Ces plans de reprise sont pris. Est-ce qu'il faut changer la méthode pour 1% du parc? Il faut absolument traiter ce 1% du parc sur lesquels se concentrent les difficultés. C'est notre priorité, c'est notre impératif. Est-ce qu'il faut changer les règles alors que sur le reste du parc, sur 99% du parc, le taux de SAV est de 0,12%? Je vous réponds à la place de tous les opérateurs ici, et on en a longuement discuté, il ne faut pas changer ce plan qui marche avec 14 000 raccordements par jour. Ce n'est pas en faisant un jeu de chaises musicales qu'on change le problème. De toute façon, que ce soit les opérateurs d'infrastructure ou les opérateurs commerciaux, ce seraient les mêmes intervenants sur le terrain. Par contre, on est sûr que ça ne fonctionnera pas, parce que ça doublerait mécaniquement les délais de raccordement. Aujourd'hui, il y a un seul intervenant qui peut à la fois aller au point de mutualisation et raccorder le client. Avec un changement de méthode, ça doublera mécaniquement les délais et donc ça fera monter l'insatisfaction des clients. Ça doublerait aussi les capacités nécessaires et ça perturberait complètement l'économie de la filière, puisqu'aujourd'hui, les sous-traitants, ils ont 4 interlocuteurs, ils en auraient une centaine. Ce serait ingérable en termes de système d'information et de gestion des processus. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Louise Morel du groupe Modem. Quelqu'un peut fermer son micro et quelqu'un doit avoir un micro ouvert. Allez-y, c'est bon. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Messieurs. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous remercier pour votre présence devant notre commission ce matin. Les usages numériques font partie intégrante de notre quotidien et il est essentiel que la représentation nationale puisse régulièrement rencontrer les acteurs du secteur. En 2023, il est également indispensable que tous les citoyens aient accès à un réseau numérique de qualité. C'est pourquoi il a été décidé de remplacer progressivement le réseau cuivre par un réseau de fibre optique à horizon 2030. La fibre optique offre de meilleures performances que le cuivre, tout en étant moins énergivore, et son déploiement permettra aux citoyens de bénéficier d'un réseau numérique de meilleure qualité. Votre travail dans la réussite de ce pari est à saluer. Toutefois, il existe en 2023 des territoires qui ne bénéficient d'aucun raccordement au réseau performant, ni le cuivre, ni la fibre. Les habitants des territoires concernés y subissent une véritable fracture numérique. Pour prendre l'exemple du département du Bas-Rhin, où je suis l'une des députées, malgré un équipement satisfaisant, 3% du territoire est en zone blanche, 10% en zone grise, et malgré les efforts réalisés, ces zones restent délaissées. Ma question est la suivante. Quels sont les freins qui expliquent ce non-raccordement? Est-ce des raisons géographiques, juridiques, financières, autres? Et quelles solutions peuvent être apportées? Et deuxièmement, nous l'avons déjà un petit peu évoqué, le sujet des raccordements effectués par les sous-traitants. Ma question, elle porte plus précisément sur les contrats stock V2. C'est un plan d'action référentiel, mais est-il suffisant pour limiter les débordements lors des installations? Et sinon, comment l'améliorer? Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre la réponse? Ne vous battez pas. Madame Morel, vous laissez nos invités... Pourtant, elle a été effectivement remarquable. Donc,
Qui y va, monsieur le secrétaire si je peux me général? permettre, c'est juste on n'a pas bien compris. Vous parlez de zone blanche fixe et mobile ou mobile ou fixe? Allez-y, madame la députée. Globalement, j'ai 2 questions. La première, c'est comment on fait dans des zones qui sont à la fois blanches puis grises globalement pour être accordées, et c'est quoi les véritables obstacles? Moi, je ne suis pas dans une zone littorale, je suis dans le département du Bas-Rhin. Donc, est-ce que c'est vraiment parfois des sujets techniques, type géographique ou juridique ou autre? Et mon autre question, c'est, j'ai vu, puisqu'on parle des raccordements, le sujet des contrats stock V2 qui sont censés encadrer un petit peu ces sujets de sous-traitance en termes de raccordement. Est-ce qu'il faut l'améliorer ou non, ce cadre de contractuel? Donc j'ai bien compris. Je vais prendre pour répondre à votre deuxième question sur les contrats stock V2. Je crois que le contrat, c'est pas une fin en soi en fait. Ils ont déjà été améliorés avec des systèmes de pénalité. On a rediscuté ces contrats. On a aussi discuté la partie sous-traitance pour les simplifier. Donc je pense que c'est pas l'outil contractuel en fait qu'il faut. C'est repartir du terrain, regarder les problèmes concrets qu'on a sur le terrain et les régler un par un avec nos sous-traitants, entre opérateurs commerciaux, entre opérateurs infrastructures, sans se renvoyer la balle, mais en regardant très concrètement quels sont les problèmes qu'on doit régler. Et c'est aussi pour ça que la PPL, avec tout le respect que j'ai pour Patrick Chaize, ne règle pas ça. Une loi ne peut pas régler ça. Aujourd'hui, on est face à des malfaçons, on est face à des problèmes de terrain. Il faut les régler sur le terrain, sous le contrôle du régulateur, sous le contrôle du législateur, au sens de vos commissions. Tout à fait, ça, on est parfait. Mais il faut le traiter sur le terrain et pas par un texte générique qui, regardez, on a parlé des 4 dispositions, des 4 problèmes qu'on rencontrait, la PPL n'en règle aucun des. Les réseaux atypiques ne sont pas abordés par la PPL, les plats de nouilles ne sont pas abordés, évidemment qu'ils ne peuvent pas l'être abordés, la question de la sous-traitance n'est pas abordée, ne peut pas être abordée, etc., etc. Donc il faut traiter ça sur le terrain. Sur votre première question, qui était sur la couverture mobile, en fait, les efforts de déploiement entre le plan très haut débit, avec cette idée d'atteindre en 2025 effectivement une couverture de 80%, toute zone avec des technologies alternatives, etc. Et le mobile, on est sur des niveaux de couverture qui sont en progression permanente, qui sont extraordinairement importants. Il n'y a pas de blocage générique absolu d'un claquement de doigts qui permettrait de régler le sujet. Là encore, il faut regarder très concrètement, cas par cas. On a parlé, par exemple, sur la fibre des raccordements complexes. C'est quelque chose qu'il va falloir traiter. Les raccordements en domaine privé, merci. Il va falloir les traiter aussi. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à M. Philippe Naillet, du groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Les députés socialistes apparentés tiennent à rappeler l'importance et la responsabilité des opérateurs que vous représentez, bien sûr pour la transition numérique de notre pays et bien sûr pour l'intérêt général. La fibre optique, ça a été dit avant moi, représente des enjeux sociaux, économiques, démocratiques, en termes de développement économique pour nos entreprises face à une concurrence internationale dans laquelle l'innovation technologique et la compétitivité sont créatrices d'emplois et conditionnées par la numérisation des usages. Pour la vitalité de nos territoires, ça a été dit également, où la fracture numérique a des conséquences importantes pour un nombre conséquent de nos concitoyens, souvent les plus précaires, avec des conséquences en termes d'accès aux droits, d'égalité des chances, pour ne citer que ces situations-là. Nous déplorons donc la lenteur de son déploiement jusqu'au raccordement de toutes et tous dans un monde interconnecté. Être connecté par la fibre optique ou non en France, accéder ou non au très haut débit pour nombre de nos concitoyens, c'est tout simplement être relié au monde ou en être exclu. Nous constatons surtout, et c'est un euphémisme, une certaine désorganisation qui déconcerte une partie de la population. Et c'est en cela que vous avez une responsabilité, chacun d'entre vous, mais également collectivement. La sous-traitance en cascade n'est pas une bonne chose, loin de là. À quelques kilomètres d'ici, des tableaux de raccordement indescriptibles, des salariés qui se retrouvent dépourvus dans des situations conflictuelles qui au final portent préjudice à tout le monde, des habitants qui attendent des semaines d'être dépannés du fait de raccordements sauvages ou mal réalisés. Il est temps que vous preniez vos responsabilités d'opérateur, sans quoi, je le dis, nous serions obligés, bien sûr, d'user de notre prérogative de législative. Ma question, elle est très simple. Quelles dispositions comptez-vous prendre ? Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la situation particulière des territoires ultramarins. Étant moi-même député de La Réunion, je dois souligner que pour ce qui concerne La Réunion, bien que perfectible dans le cadre du déploiement de la fibre optique, nous n'avons pas été maltraités. Je me dois néanmoins de rappeler que nos territoires, pour la plupart isolés géographiquement, doivent bénéficier de conditions nécessaires à leur développement au sein de leur bassin géographique. C'est un enjeu majeur pour nous. Merci. Merci. Qui souhaite prendre ? Monsieur Halimi, allez-y. Merci, monsieur le député. J'aimerais revenir sur un de vos points que vous avez mentionné, qui concerne la lenteur du déploiement.
Aujourd'hui, la France fait partie des champions d'Europe du déploiement. On a déployé sur 80% du pays en moins de 10 ans. On ne peut pas parler de lenteur. On peut probablement parler de certains problèmes, certains dysfonctionnements, certaines malfaçons, comme vous l'avez souligné, hein, les plats de nouilles, les problèmes de raccordement. On en a bien conscience, mais on ne peut pas parler de lenteur. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous avons commencé à mettre en place justement pour régler ces dysfonctionnements ? Aussi bien Lisa que Nicolas l'ont déjà rappelé, il y a des plans filières qui ont été mis en place depuis le deuxième semestre 2022. Ça passe par une réduction importante du rang de sous-traitance. Ça passe par de la certification, la labellisation des entreprises qui interviennent sur le terrain pour les raccordements. Ça passe par la mise en place de partage de planning d'intervention, la mise en place de partage de compte rendu d'intervention. Ça passe aussi, comme on l'a évoqué, par la reprise de réseaux atypiques. Orange en a repris, nous en reprenons, d'autres opérateurs d'infrastructure en reprennent. Par conséquent, nous prenons nos responsabilités. Les outils sont là, nous les avons mis en place avec la filière. Nous avons besoin de temps pour finaliser et corriger ces malfaçons, mais les outils sont là et nous les appliquons. Merci beaucoup, merci. Je vous propose de passer à monsieur Luc Lamiraud, groupe Horizon. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs, mes chers collègues. La fibre optique à l'abonné est une très belle technologie. L'engouement qu'elle suscite nous oblige à être tous mobilisés pour une installation rapide. Il ne faut cependant pas confondre rapidité et précipitation. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons plus dans la précipitation. Elle génère chez certains d'entre vous une grande mobilisation afin de gagner des parts de marché et chez notre opérateur historique, propriétaire du réseau filaire, un abandon de ce dernier. Pendant ce temps, nous récupérons dans nos permanences vos clients dépités. Beaucoup d'entre eux nous sollicitent sur le mauvais entretien de ce qu'ils considèrent comme un bien commun, car construit à l'époque par la puissance publique. Je veux bien sûr parler du réseau cuivre. L'état déplorable des poteaux, de nos poteaux, fait mal à voir, les fils qui pendent, les poteaux cassés, et j'en passe. Nos concitoyens ne comprennent pas la négligence dont Orange fait preuve. Heureusement, pour nombre de vos usagers, il ne s'agit que d'une inquiétude, car leur ligne fonctionne encore, mais quand la panne arrive, le calvaire commence et l'attente surtout. Je veux témoigner ici de l'inquiétude de nos concitoyens. Ma première question, vous l'avez compris, sera pour Orange. Vous avez récupéré une propriété publique. Ne vous sentez-vous pas redevable de la maintenir en l'état ? Parlons désormais de la fibre, puisque vous êtes tous présents. Comme j'ai dit précédemment, nous avons une obligation commune de tout mettre en œuvre pour mettre en place ce service à notre population. Pensez-vous cependant que cela puisse se faire en respectant les câbles de raccordement dans les fameuses chambres LOV, en évitant que les jarretières fassent des pelotes ou même soient pincées, en surveillant l'état des points de mutualisation, des tiroirs cassés sont nombreux, en s'assurant du bon entretien des points de branchement optique. Ce sont les incidents les plus fréquents qui me sont remontés, dus, me semble-t-il, à la multiplication des sous-traitants. De haut de vos grandes fonctions, vous allez me dire que tout a été mis en œuvre pour améliorer la qualité. Là aussi, je souhaite témoigner que vos équipes n'y sont pas encore arrivées. Vos promesses de meilleure qualité ne se voient pas sur le terrain. Vous l'avez compris, je suis de ceux qui pensent que nous devrons légiférer pour une meilleure organisation, à moins d'un rebond de votre part. Je suis ici pour être convaincu par vous. Merci. Merci. Qui souhaite répondre ? Une question directe pour Orange. Monsieur le secrétaire général, allez-y.
J'avais dit que je ne répondrais pas sur le cuivre, mais celle-là, je peux y répondre quand même. En fait, d'abord, le réseau cuivre, effectivement, est un réseau qu'on a déployé. Ce sont nos agents, dont certains sont encore là, qui l'ont déployé à partir des années 70 et dans les années qui ont suivi. Donc, on est conscient et très... véritablement conscient de l'importance de cette qualité de service. Maintenant, il y a une réalité économique aussi, une réalité de réseau, qui est que les coûts d'exploitation, d'entretien de ce réseau ont augmenté de 37% ces dernières années. On continue à maintenir les budgets sur de moins en moins de lignes, mais les mêmes budgets qu'on a consacrés. C'est plus de 500 millions d'euros d'entretien par année sur le réseau cuivre. On en est à notre 6e plan cuivre de rattrapage de la qualité de service en permanence. Mais il y a une réalité. Ce réseau, effectivement, est de plus en plus vieux. Il vieillit mal. Il a de plus en plus de pannes. Donc ça, je peux déjà vous réaffirmer ces éléments-là, ces éléments. Et on a un problème économique, mais sur lequel je ne reviendrai pas plus amplement, qui est qu'effectivement, on nous dit ce réseau est le réseau d'Orange, mais ce réseau, le coût de ce réseau doit être partagé. Le coût de l'entretien de ce réseau doit être partagé. J'en dirai pas plus à ce stade-là, et je renvoie à ma proposition du début. Sur la deuxième partie, qui est la multiplication des sous-traitants, je vais en profiter pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a limité effectivement le nombre de rangs de sous-traitants, et on a fait appel à des sous-traitants de rang 1 qui sont des spécialistes du marché. Et on travaille en permanence avec eux dans le cadre des contrats qu'on a avec eux pour effectivement améliorer sur le terrain. On a introduit dans les contrats des pénalités effectivement sur la sous-traitance. On contrôle de plus en plus leurs activités. Mais mon propos tout à l'heure, ne vous méprenez pas, je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans un système de bashing des sous-traitants. On a 2000 techniciens qui nous manquent sur le terrain, aussi. Donc il faut en améliorant la qualité de service, en travaillant avec tous les sous-traitants, il faut qu'on puisse aussi pouvoir continuer à recourir à employer, à attirer des gens vers ces métiers-là. Bien. Sinon, on aura un énorme problème. Merci beaucoup. Je ne doute pas que vous serez interrogé tout à l'heure individuellement par d'autres députés sur le sujet et qu'on prendra le temps d'y répondre. Je vous propose de terminer la série des orateurs groupes avec Paul Molac du groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, moi, j'avais quelques questions directement. Donc, alors, en fonction des régions, il y a des choix qui ont été différents. Par exemple, en Bretagne, on a décidé que ce serait 100% des foyers qui seraient raccordés à la fibre. Dans certaines régions, c'est 80% des foyers, ce qui peut faire 50% du territoire. Qu'est-ce qui est prévu pour les autres ? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui habitent aussi dans ces zones-là. Et donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, effectivement, nous, on doit avoir les problèmes de complétude. En Bretagne, le problème doit être autour de 3%, quelque chose comme ça. Mais il y a certaines régions, effectivement, où on arrive à 15%, et donc ça pose un problème. Et dans ces cas-là, est-ce que le raccordement, c'est-à-dire les 100 mètres, voire un peu plus qui restent, sont à la charge de l'opérateur commercial, je suppose ? Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Est-ce que ça va le rester ? Et puis, dernière chose... Oui, alors quelquefois sur les raccordements, il y a effectivement des sommes qui peuvent être importantes parce que, par exemple, je vais prendre un exemple clair, quelqu'un où on est obligé de creuser finalement dans sa cour, ces sommes-là sont bien prises en compte par l'opérateur commercial. C'est là où il faut qu'on trouve quelque chose parce qu'effectivement, il peut y avoir des sommes très importantes. Et puis, j'avais une autre question. Oui, pour l'instant, c'est offert, l'opérateur commercial. Oui, bon, ce sera tout. Eh bien, c'est déjà bien, Monsieur Molac. Qui souhaite répondre en un peu plus de 2 minutes ? Monsieur le secrétaire général, allez-y. Appuyez sur le micro, c'est bon, 2 minutes. C'est bon. Donc effectivement, votre première question, elle porte sur une réalité en France qui est qu'il y a 5 zones de déploiement avec des règles de déploiement différentes, la zone très dense, la zone AMI, la zone AMEL et les zones RIP. Les zones RIP. Donc nous, on jongle effectivement avec un outil industriel qui doit passer d'une zone à l'autre, toutes les faire avec un objectif de 80% THD en 2025. Donc plus on nous met la pression sur une zone, plus on est obligé de prendre des effectifs, et avec les 2000 personnes qui nous manquent encore sur le terrain aujourd'hui, plus on est obligé de les prendre d'une zone pour les mettre sur une autre zone. On est en permanence en train de rééquilibrer en n'oubliant aucune zone. Toutes les zones ont continué à être déployées, la zone très dense, la zone AMI, les zones RIP. Donc en ce moment, ce qu'on essaie, c'est vraiment de faire porter l'effort sur les zones RIP,
Mais la zone AMI peut interpeller ce dispositif avec les procédures dont j'ai parlé tout à l'heure et les risques qu'on a de sanctions pécuniaires sur la zone AMI, alors que la zone très dense, elle est plus concurrentielle. La zone RIP est réglée par les contrats avec les collectivités. La zone AMEL est un intermédiaire entre les deux. Donc on essaie de jongler en permanence entre ces différentes zones et les déploiements. Ce que vous avez signalé, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un vrai énorme travail à faire, effectivement, sur ces raccordements complexes. C'est quelques pourcents qui restent, avec deux problématiques. Le raccordement, les derniers mètres sur la zone publique, qui est pour aller jusqu'aux bornes du terrain, voilà. Et puis le raccordement privé. Donc on a des débats en ce moment avec le gouvernement sur cette thématique pour voir effectivement. Il y a des fonds publics qui ont été effectivement prévus. Un des orateurs tout à l'heure le rappelait. Ils ne sont pas encore totalement affectés. Donc il faut sans doute réformer la façon dont on les met à disposition parce qu'ils ne sont pas libérés assez vite, notamment pour permettre de financer les raccordements complexes en zone privée de nos concitoyens qui peuvent être amenés à faire effectivement quelques mètres de tranchées à leurs frais pour raccorder. Et puis il y a cette question du raccordement en zone publique sur lequel, là encore, il peut y avoir des coûts extraordinairement importants à prendre en charge. Donc on est en train d'en débattre entre opérateurs et avec le gouvernement pour trouver des solutions parce qu'il faudra faire ces lignes. Alors peut-être pas les lignes à 40, 50 000 euros, j'exagère, où là il y a des solutions alternatives qui devront être mises en œuvre. Et là aussi on en parle avec le régulateur. On redit que le satellite est une solution. Je parle de satellites de nouvelle génération. Hein. Je ne parle pas peut-être des satellites que vous avez connus. Et puis de la 4G fixe, de la 5G fixe. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer aux questions individuelles. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous identifier correctement. Alors le principe est simple, on prend toutes les questions. C'est 1 minute maximum sur chacune des questions. Et puis à la fin, vous répondez à l'ensemble des interpellations que vous avez reçues. Je vous propose de commencer tout de suite avec monsieur Antoine Armand. On y va. Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement relayer finalement ce que mes collègues disent depuis tout à l'heure, puisque dans cette commission, ce matin, sur tous les bancs et de tous les bords politiques, les questions sont très proches. Et je crois qu'à ce stade, nous n'avons pas eu les réponses que nous avons demandées. Vous parlez à juste titre de pourcentage. Nous parlons de nombres, nous parlons de cas concrets. Je relais l'inquiétude de ma collègue de Haute-Savoie. C'est 145 dégradations en quelques mois. Ce sont des excréments dans les locaux. Ce sont des serrures, jamais réparées faute de moyens, puisqu'elles sont cassées quasiment tous les jours. Ce sont des techniciens qui ne peuvent pas faire le travail ou qui ne le font manifestement pas. Je n'accuse personne. J'ai conscience de l'effort qui a été fait dans le déploiement de la fibre, qui est indispensable, qui est porté par le gouvernement et qui est réalisé opérationnellement par vous. Mais vous ne pouvez pas nous dire que vous prenez vos responsabilités et que les choses sont faites, puisque manifestement, quotidiennement, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que vous pourriez être un peu plus précis dans les responsabilités que vous prenez et dans les actions urgentes, indispensables, nécessaires que vous mènerez, je n'en doute pas, dans les tout prochains mois. Et nous vous invitons bien sûr cordialement, je pense avec ma collègue, à venir en Haute-Savoie si vous avez besoin de constater ce que je dis. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Delépino. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs, moi je voudrais mettre sur la scène maintenant nos maires qui sont confrontés quotidiennement aux récriminations de leurs concitoyens du fait des différents dysfonctionnements que nous avons déjà évoqués, entre autres ces fameuses armoires vandalisées. Il est tout d'abord étonnant qu'en termes d'ingénierie, il n'ait pas été conçu des boîtes de raccordement sécurisées. Il s'agit d'une très haute technologie et on voit qu'en réalité, on est resté sur des armoires identiques à celles que l'on utilisait pour le cuivre. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, les maires aujourd'hui sont obligés de prendre des arrêtés pour que des amendes soient infligées aux opérateurs qui ne préviennent pas de leur intervention, pour éviter d'avoir Pierre, Paul ou Jacques, pas forcément agréés pour intervenir, se présenter, ouvrir une armoire et en règle générale oublier de la fermer. Et moi je suis député de Vaucluse, le Mistral souffle très fort et je vous garantis qu'il est beaucoup plus puissant pour démonter les armoires que quiconque. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Igné. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Donc j'ai deux questions. D'abord, donc concernant le raccordement à la fibre, vous confirmez bien que chez un particulier, si le fourreau de câble est abîmé et ne permet pas le raccordement à la fibre, la réparation sera à la charge du client. Première question, et je profite du coup de votre présence pour vous poser une deuxième question, parce que j'ai été interpellée récemment sur la suppression de la 2G à partir de 2025,
Et cela va entraîner la mise hors service de nombreux équipements qui sont pourtant encore fonctionnels. On parle de téléphones, mais aussi de défibrillateurs, d'alarmes d'ascenseurs, de voitures. Et le plus inquiétant reste la mise hors service des dispositifs de téléassistance. Donc tout ça mis dans la balance, est-ce que ça vaut le coup de mettre hors service tous ces équipements juste pour optimiser les réseaux? Et qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de changer tous ces équipements? Merci. Je vous remercie. Je vous propose de passer à monsieur Vincent Rolland. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Halimi, tout à l'heure, vous avez dit ne pas minimiser les problèmes, mais les résoudre. Eh bien, il y a de quoi faire. XP Fibre, qui fibre dans le cadre de la procédure AMEL, le département de la Savoie, ne respecte pas grand-chose. Ni les infrastructures, des enrobés tout neufs, défoncés pour passer la fibre sans coordination avec les maisons du territoire technique. Non-respect de la sécurité, je tiens à votre disposition une photo où un opérateur intervient dans une chambre à 4 pattes, dans un virage sur une route départementale, et non-respect du cahier des charges, puisqu'une partie est fibrée en aérien alors que cela est prévu en souterrain. Quel remède de cheval, si je peux me permettre, proposez-vous pour effacer tous ces dysfonctionnements? Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Romain Daubier. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole dans le cadre de cette table ronde avec les opérateurs télécoms. Je salue les représentants de l'ensemble des opérateurs et en particulier Mme Belludo, que j'avais eu le plaisir de recevoir au conseil départemental de l'Ain et pour l'inauguration d'une antenne 5G dans mon canton de Meximieux-Montluel. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de fracture numérique dans de nombreux territoires, dont le mien, le département de l'Ain, que ce soit pour l'accès à la fibre et également à un réseau téléphonique qui fonctionne. La réponse technique vue de l'ARCEP, on nous dit à Paris, sur notre ordinateur, notre tableau Excel, votre zone n'est pas blanche, c'est une réponse technique qui n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, on a un problème de rapidité du déploiement. Donc j'aimerais savoir ce qui, pour vous, peut être fait pour accélérer la réduction de la fracture numérique. Et j'aimerais une autre réponse que la suppression de l'IFER, parce que c'est quand même une recette dynamique importante pour notre collectivité, l'ensemble des collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Pour Orange, concernant la maintenance du réseau cuivre d'ici à 2030 et le basculement à la fibre, est-ce que vous ne pourriez pas mettre en place une procédure d'urgence qui permettrait aux maires ou aux parlementaires dans les départements d'apporter des solutions immédiates et rapides à des situations d'urgence? Je pense à des personnes âgées équipées de téléalarmes qui sont parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans téléphone. Deuxième point, pour l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient commerciaux ou d'infrastructures, est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre d'accord? Vous êtes des grandes entreprises, vous n'êtes que 4 sur le territoire national, convenir d'accord pour installer, déployer les antennes relais dans les territoires. Il est incompréhensible que l'on trouve des pylônes à 100 mètres, 200 mètres, 3-4 pylônes, vous vous battez, vous vous bagarrez, vous empoisonnez la vie des riverains, des élus locaux, alors que vous pourriez très bien vous mettre d'accord. Dernier point, concernant l'accréditation des entreprises, des sous-traitants. Accréditer les sous-traitants, c'est une chose. Est-ce qu'il y a un programme de formation des agents qui déploient la fibre dans les territoires? Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec l'essor du télétravail, l'accès aux services publics et puis dans nos tâches quotidiennes, la fibre optique est aujourd'hui essentielle pour beaucoup de Français. Or, le déploiement des réseaux de cette fibre souffre de dysfonctionnements particulièrement forts en zone rurale. À titre d'exemple, avec une sous-traitance en cascade, et peut-être pour réduire les coûts, on ne sait pas, on ne sait plus qui intervient et quand. Et dans certains cas, le travail est très mal fait et il faut recommencer. Deuxième point, dans certains cas, certaines entreprises interviennent dans des communes et le maire n'est même pas prévenu. Et quand il est questionné par ses administrés, il ne sait pas répondre.
Et encore heureusement que nous, les élus, nous avons des contacts locaux auprès de certains opérateurs qui nous donnent des réponses. À la FFT, on est toujours bien reçus et on nous donne toujours des bonnes réponses précises. Mais madame et messieurs, quelle solution pouvez-vous apporter à ces problèmes récurrents? Et dernier point, à quand un réseau Bouygues Télécom correct en milieu rural? Car depuis que l'Assemblée nationale a changé d'opérateur, pour nous, c'est catastrophique. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Dominique Potier. Et merci, Monsieur le Président. Quand on regarde sur la longue histoire, l'histoire de l'eau potable, l'histoire des télécoms dans notre pays, on peut dire que la libéralisation du marché, elle démontre son incapacité aux performances qu'on a connues avec moins de finances publiques, moins de moyens. Nos aînés ont su déployer des réseaux de façon républicaine universelle avec beaucoup moins de désordre que ce qu'on constate aujourd'hui avec des citoyens, des salariés maltraités, même si il faut relativiser et souligner la performance de la France en matière de déploiement de la fibre par rapport à d'autres pays européens. Ces désordres-là nous amènent à repenser, à penser pour les corriger, le besoin d'une commande publique plus responsable, le besoin de déployer le devoir de vigilance, y compris sur le territoire national et européen, et pas seulement dans les rapports avec les pays tiers concernant les sous-traitants, et puis l'importance des débats actuels au niveau européen sur le reporting extra-financier, la CSRP. Moi, je voudrais vous interroger sur le partage de la valeur entre les actionnaires et les sous-traitants, les salariés des sous-traitants dans vos entreprises, sur la qualité de l'écoute et la déshumanisation de l'accès aux services par les citoyens. Merci. Et enfin, sur la régulation de l'ARCEP, attendue à l'article 4 de la loi déposée au Sénat. Merci. Monsieur Girardin, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, je voudrais revenir sur le sujet du choix des sous-traitants. Monsieur Guérin, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez choisi des sous-traitants de rang 1 pour le raccordement des abonnés à la fibre. Je n'en doute pas, sauf que je vais vous expliquer le cas que j'ai eu avec le raccordement de ma permanence parlementaire, qui est située à Épernay, au cœur de ville, où il y a le fibre qui passe au pied du local, et il y a eu 8 heures d'intervention pour raccorder, avec des gens qui balbutiaient la technique de manière très claire, et qui tenaient des propos, franchement, qui étaient assez incroyables, en disant « Écoutez, ce qu'on vous fait, ça ne tiendra jamais, ça va casser, la fibre est de mauvaise qualité. » Je voulais juste vous le dire, parce que c'est franchement scandaleux, et ça est tombé sur moi, tant mieux, mais je pense qu'ils l'ont fait auprès d'autres abonnés qu'ils ont raccordés, et franchement, c'est contre-productif, alors que, effectivement, on est dans une région qui est la région Grand Est, où tout le monde, enfin les raccordements sont partout, puisque le président de la région prend plaisir à dire qu'il y a même un village où il y a 3 habitants et où effectivement la fibre est arrivée. Donc il y a vraiment un écart incroyable entre la performance technique qui était l'installation et le résultat en termes d'installation chez les abonnés. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Christine Engrand. C'est à vous. Monsieur le Président, messieurs les représentants des opérateurs télécoms, dans un communiqué du 12 mars 2021, l'ARCEP se prononçait sur le mode stock en ces termes. Il est difficilement compréhensible que la qualité de service sur les raccordements puisse être si insatisfaisante dans certains cas. Cette prise de parole intervenait 1 an après la mise en place d'une limitation contractuelle au nombre de rangs de 2 sous-traitants à 2 maximum. Mais plusieurs observateurs dénonçaient depuis que les derniers mètres de réseau raccordés au consommateur final étaient souvent sous-traités à l'excès, parfois jusqu'à 6 rangs d'entreprise. C'est le cas dans ma circonscription, puisque suite à une tempête, nous avons mis 2 mois à pouvoir récupérer, une connexion suffisante. Mais néanmoins, cette solution n'aurait pas rien résolu, puisque des associations comme l'AVICA soulignent que le problème des malfaçons est avant tout un problème de rémunération des interventions des techniciens. Les techniciens ne sont pas assez rémunérés, ça ne suffirait pas à couvrir l'ensemble des dépenses induites par la réglementation. Et nous aimerions donc avoir votre opinion là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Sophia Chikirou. Merci, Monsieur le Président. Bon, avec la numérisation à marche forcée qui a été voulue par le gouvernement, je crois que vous avez pu en profiter et ça a été même une aubaine pour vous. Je le dis très clairement parce que finalement, aujourd'hui se pose la question de l'accessibilité prix. Et il faut sérieusement la poser. Vous dites non, il n'y a pas eu d'augmentation de 20%. Moi, je dis que vous mentez en disant ça, monsieur. Il y a eu une augmentation des tarifs de 20% sur l'année 2022 et vous avez même justifié cela au prétexte des investissements que vous avez faits, au prétexte des prix de l'énergie, au prétexte de l'augmentation des prix des matières premières. Donc ma question est très simple. Vous avez augmenté les prix.
Vous dites que tout ça, c'était pour payer. Donc, je vous demande quel est le montant des dividendes que vous allez verser en 2023 à vos actionnaires. Est-ce que cela va augmenter par rapport au montant que vous avez versé en 2022 ? Je vous pose aussi la question de savoir quelle est l'augmentation de salaire que vous avez pratiquée en 2022 pour tous vos employés, sachant que par exemple SFR a eu une grève au mois de décembre pour demander des augmentations de salaire. Ma question est donc très simple. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Jérôme Nury. C'est à vous. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs les représentants des opérateurs, vous êtes en train de casser la technologie fibre optique que nous appelions tous de nos voeux, car elle met sur un même pied d'égalité les usagers urbains et ruraux. Vous êtes en train de casser le modèle de déploiement du FTTH à la française, associant public et privé, faisant regretter à beaucoup de nos concitoyens le temps des PTT et de France Télécom. Vous êtes en train de casser l'image même de cette technologie par votre organisation défaillante, par votre communication improbable et par vos défaillances. Et je le dis tout à fait franchement, aucun de vous quatre ne fait mieux que les autres. Nos concitoyens désespèrent et sont en colère face aux problèmes rencontrés pour les raccordements. Rendez-vous annulés en permanence, démarches commerciales mensongères, incompétence pitoyable de vos sous-traitants qui s'improvisent spécialistes des réseaux télécoms avec pioche et ses 15 breaks. Débranchement intempestif des voisins sur les PB ou sur les armoires, tirage de la fibre à partir des câbles cuivre qui servent de tire-gaine et donc débranchent totalement les maisons, absence totale d'interlocuteurs pour les abonnés et les clients, sinon des centrales d'appel avec des dépenses dignes de ChatGPT, absence totale de correspondants pour les élus face au mécontentement de nos concitoyens. J'ai pas de questions, mais une injonction, réagissez. Merci. Bougez-vous et revoyez vos méthodes, il y a urgence. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Éric Botorel. Oui, pour changer un peu et varier des thèmes qui ont été abordés ce matin, je reviens sur le filtre anti-arnaque, qui est un projet de loi qui a été présenté maintenant il y a 15 jours. On ne connaît pas la date d'examen particulière. Et il y a un dispositif très attendu par nos concitoyens qui permet de les protéger de la cybercriminalité. C'est le filtre anti-arnaque. J'aurais aimé avoir votre retour sur la façon dont vous accueillez le dispositif tel qu'il a été pensé par le gouvernement. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Aurélien Lopez-Igori. Aujourd'hui, vous êtes 4 opérateurs autour de cette table, Free et Orange, qui déploient des antennes 5G Nokia, donc européennes et souveraines, et Bouygues et SFR, qui ont fait le choix insensé de Huawei pour leurs infrastructures. Pour rappel, Huawei est une entreprise chinoise accusée d'espionnage et connue pour ses liens avec le régime. Bref, une entreprise qui représente un véritable risque pour les données de nos concitoyens et pour l'intérêt fondamental de la nation. En 2019, reconnaissant le risque, le gouvernement a interdit la 5G Huawei dans certaines zones, vous forçant à entamer un retrait de vos infrastructures. En Suède, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ces États démantèlent la 5G Huawei sur l'ensemble de leur territoire. Alors comment justifier que vous continuez à déployer ces antennes Huawei et cela contre toute clairvoyance économique et surtout contre toute moralité. Et chers collègues, je profite de cette tribune pour vous annoncer que je vous ai envoyé une proposition de loi visant à bannir la 5G Huawei de France sur vos boîtes mail. Je vous enjoins à la co-signer parce que notre souveraineté l'exige. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci d'être présents parce que nous avons vraiment besoin d'avoir vos explications. Parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'à Paris, tout va bien, mais dans les territoires, rien ne va. Les exemples des collègues sont patents et touchent l'ensemble de nos territoires ruraux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 2 France. Une France rurale, une France urbaine. Une France des territoires et une France parisienne. Et la réalité aussi, c'est que les habitants ne comprennent pas ces 2 France, ne comprennent pas cet immobilisme des opérateurs de téléphonie, ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons pas tous un égal accès à la téléphonie. J'ai connu il y a quelque temps des coupures intégrales dans des villages qui ont duré 1 mois et demi. J'ai dû intervenir au plus haut niveau des opérateurs de téléphonie pour que ces coupures soient résolues. Aujourd'hui, et il y a encore quelques semaines, ça a été à nouveau le cas. Les durées d'intervention de réparation sont énormes. En dehors de tout entendement, quand on vit dans un village coupé du monde, qui est pénalisé par une rupture d'égalité, aussi bien économique que pour la sécurité des habitants, parce que je tiens à redire ici que les habitants ont une sécurité assurée grâce à un bracelet qui est relié à des moyens de téléphonie qui sont vitaux. Merci beaucoup. Je vous propose de terminer avec Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. Je veux évoquer l'abîme qui subsiste parfois entre l'annonce des politiques publiques et le quotidien de nos concitoyens.
Le dernier kilomètre, c'est son nom, objet de l'étude actuelle du Conseil d'État, marque l'absolue nécessité de la qualité du service rendu, notamment en milieu rural. Vous avez, mesdames et messieurs, sans doute fait l'objet d'une audition dans cette procédure. Qu'en est-il ? Y a-t-il d'autres questions individuelles ? Tout le monde a pu s'exprimer, pas de frustration ? Très bien. Je vous propose donc de vous donner la parole pour une réponse à l'ensemble de ces interpellations. Vous êtes totalement libre, donc vous pouvez tous vous exprimer. Vous choisissez l'ordre. L'idéal serait qu'on arrive à terminer à 11h30 grand maximum. Donc on se donne 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir conclure. Alors, qui commence ? Allez-y. Le plan de qualité de la fibre. Je crois qu'il y a une énorme impatience qui s'est manifestée. On en a conscience. C'est la raison pour laquelle nous attendons, nous aussi, avec impatience, qu'il y ait des indicateurs qui soient déclinés territoire par territoire, qui soient rendus publics, de la même façon qu'il y a eu des indicateurs qui ont été mis en place, qui sont très riches, notamment sur les réseaux mobiles, et qui permettent d'objectiver territoire par territoire où est-ce qu'il y a des besoins de combler les zones blanches avec des dotations de la NCT, où est-ce qu'il y a une amélioration de la qualité de service dans ces différentes dimensions. Et donc l'ARCEP, précisément, a promis d'ici l'été, c'était une déclaration publique de la présidente, de rendre publics ces indicateurs qui vont là aussi permettre d'apprécier territoire par territoire ce qui a été fait. Il y a beaucoup de députés ici, notamment, qui ont parlé de la Haute-Savoie. Précisément en Haute-Savoie, il y a un réseau qui est très accidentogène. Je regrette d'ailleurs que l'opérateur d'infrastructure n'ait pas été présent aujourd'hui pour répondre, parce que malheureusement, c'est aucun d'entre nous ici présent autour de cette table. Mais il y a deux réseaux qui sont voisins. Sur lesquels la semaine prochaine, juste pour préciser. Il y a deux réseaux qui sont voisins sur lesquels le taux d'accidentologie varie de 1 à 10. Il y a un réseau d'Orange qui est voisin, donc Orange pourra en témoigner. Il y a ce réseau d'opérateurs d'infrastructure qui est présent, dans lequel se concentrent beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Alors que ce sont les mêmes intervenants sur le terrain, a-t-on des taux d'accidentologie aussi disparates ? Donc c'est une vraie question. Il y a aussi beaucoup de députés qui ont posé des questions sur les armoires, les points de mutualisation qui sont vandalisés. Précisément, l'un des dispositifs que l'on met en place permettra, avec un QR code, c'est plus moderne qu'une serrure pour laquelle il faut aller chercher la serrure, etc., qui permettra, avec un QR code, d'identifier l'intervenant qui est présent, de regarder quel acte il a fait avec des photos qui vont être analysées et qui vont permettre de savoir s'il y a une malfaçon, qui est à l'origine de cette malfaçon, qui en est responsable et surtout comment la corriger le plus rapidement possible. Parce que le but, c'est pas identifier les malfaçons, c'est vraiment d'y répondre le plus rapidement possible. Donc c'est un dispositif qui est tout frais, qui vient d'être en place, qui est maintenant présent sur tous les réseaux et qui sera un instrument fondamental. Par ailleurs, il y a des zones dans lesquelles il y a du vandalisme au sens généralisé, qui est présent aussi. Donc dans ces zones-là, il peut y avoir des dispositifs de sécurité renforcés qui sont absolument nécessaires. Dans ces zones-là aussi, il est prévu de renforcer les contrôles, de communiquer à l'avance les plannings d'intervention pour pouvoir renforcer les contrôles. C'est en particulier le cas dans une vingtaine de réseaux d'initiatives publiques, dont certains connaissent des taux d'accidentologie beaucoup plus élevés. Ce qui est prévu aussi avec les sous-traitants, nous avons tous fait des efforts de revalorisation de ces sous-traitants, puisque nous leur demandons plus de qualité. Nous allons aussi surveiller encore plus sur le terrain la sécurité, en multipliant les audits de sécurité, et nous allons aussi nous assurer de la réalité de la formation. Et si on voit, puisque maintenant on a l'outil pour pouvoir identifier qui est à l'origine d'une malfaçon, si on voit qu'il y a des techniciens qui ont des malfaçons qui sont répétées, on peut obliger à les remettre en formation. Et dans une seconde phase, si on voit qu'il y a certains sous-traitants ou certaines entreprises dans lesquelles il y a plus de malfaçons, on pourra aussi retirer les certifications aux entreprises ou aux techniciens. Donc ce plan, encore une fois, on le met en œuvre. Il a fallu discuter avec toute la filière, notamment avec tous les sous-traitants, et là aussi, c'était aussi concomitant souvent à la revalorisation. Donc ce plan, on le met en œuvre. Il faut un peu de temps, effectivement, pour qu'il produise ses effets sur, en particulier, les réseaux les plus accidentogènes. Il y a aussi cette reprise des infrastructures. Il y a 3500 points de mutualisation sur les 200 000 que compte le territoire national, qui sont dans un plus mauvais état que les autres. Donc il y a là aussi un plan de reprise des infrastructures, sachant que
les collectivités territoriales concernées sont associées et peuvent intervenir et être informées sur la mise en œuvre de ces plans. Il faut non seulement reprendre les armoires ou parfois les conceptions de réseaux qui sont plus du tout à l'état de l'art. Par exemple, dans certains réseaux, il y a ce qu'on appelle les boîtiers multifonctions. Il n'y a pas la fibre mutualisée. Donc là aussi, il faut remettre aux normes ces réseaux. Donc nous avons vraiment conscience de tous ces enjeux et nous mettons vraiment les moyens nécessaires pour y répondre. Mais comme le disait Nicolas, ce sont vraiment des sujets qu'il faut traiter au cas par cas, parce que chaque réseau est différent, chaque typologie de terrain est différente. Donc la réponse semble nationale, mais elle est aussi fortement déclinée et elle est fortement adaptée à la spécificité de chacun de ces réseaux. Il y a eu aussi des questions donc, sur le filtre anti-arnaque. Sur le projet de loi espace numérique, qui va être examiné en premier lieu au Sénat, nous trouvons qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes avancées, notamment sur ce filtre anti-arnaque qui permettra d'identifier des sites qui sont manifestement conçus pour égarer pour les citoyens et les consommateurs. Donc nous mettrons en place un dispositif d'information dès lors que dans un SMS, il y aura un lien vers un site typiquement connu et identifié par l'État comme étant un site d'arnaque. Ensuite, nous serons extrêmement attentifs à la manière aussi dont il sera décliné dans le décret en Conseil d'État. Donc on est déjà en discussion avec le gouvernement et ACIMA pour affiner le dispositif pour qu'il soit le plus opérationnel possible. Il y avait aussi énormément d'autres questions qui étaient directement dirigées vers certains opérateurs que j'invite à compléter leurs réponses. Bien. Qui souhaite continuer? Allez-y, Monsieur Lombardini. Et merci, Monsieur le Président. D'abord, une petite remarque générale. Enfin, il y a un côté un petit peu déprimant pour nous d'entendre toutes vos critiques. Même si on reconnaît l'existence des problèmes, je crois que vous avez quand même en France des opérateurs qui ont fait preuve d'un très fort engagement. J'essaie de répondre à plusieurs questions en même temps avant de venir à des points plus précis. On a fait, et je dis bien collectivement, ce n'est pas que les opérateurs, c'est avec les collectivités, avec l'État, une couverture qui est à la française, c'est-à-dire très égalitaire. On ne s'est pas concentré sur le cœur des grandes villes qui sont les endroits rentables. Première chose. Deuxième chose, on ne s'est pas gorgé de dividendes, on s'est tous endettés lourdement, c'est-à-dire que nos bilans sont aujourd'hui très chargés, parce que depuis plusieurs années, et pour plusieurs années encore, les réseaux fixes coûtent du cash, ils n'en génèrent pas. Quand vous fibrez quelqu'un, c'est à peu près 1 500 € d'investissement. En face, on a les tarifs parmi les plus bas d'Europe, autour de 30 € hors taxe. Donc faites le calcul, avant de retrouver vos sous, il se passe du temps quand même. On a dû également vendre des actifs, c'est-à-dire vendre nos pylônes, vendre parfois une partie de nos infrastructures fibres, pour financer justement ce déploiement qui va très très loin dans les territoires. Alors, certains d'entre vous trouvent qu'on a été trop vite, d'autres trouvent qu'on ne va pas assez vite, donc on essaye de faire au mieux avec les contraintes opérationnelles auxquelles on fait face. Et puis la qualité, ayez en tête que notre seul actif, ce sont nos abonnés. Donc on y prend la plus grande attention. On peut mesurer, c'est vrai qu'on manque un peu de statistiques. Vous dites, vous avez tous des exemples, et ils sont tout à fait réels et légitimes, qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous, on ne mesure pas ça dans les taux de satisfaction. C'est-à-dire qu'on a deux indicateurs qui sont assez fiables. C'est le taux de désabonnement, les abonnés qui nous quittent tous les mois. On a un historique sur 25 ans. Sur la fibre, ils sont plus faibles que sur le cuivre, et ils s'atténuent, même ils diminuent avec le temps. Donc on n'est pas face à une manifestation d'abonnés qui nous quittent pour nous dire ça ne va pas. Et on mesure également, comme dans tous les métiers, ce qui s'appelle le NPS. C'est une mesure de la qualité, de la satisfaction de l'abonné. Et ce NPS est plus élevé sur la fibre qu'il n'est sur le cuivre. Donc après, on a ce plan de qualité. Vous y croyez pas. Nous, on pense que c'est la seule vraie solution. Comme le disait tout à l'heure Nicolas Guérin, ce n'est pas en changeant le contrat V2 ou le mode opératoire en confiant à l'OI ce que fait aujourd'hui l'OC. On aura derrière les mêmes intervenants sur le terrain, les sous-traitants.
Nous, on a également 3000 salariés qui font du raccordement, des CDI, ce n'est pas des sous-traitants. Donc on peut faire des comparatifs. Les sous-traitants ne travaillent pas plus mal ou pas mieux. On est face à des techniciens qu'on forme, aussi bien les sous-traitants que nos CDI. Donc on entend tout à fait vos critiques, elles viennent du terrain. On n'est pas des opérateurs parisiens, ça c'est une remarque qu'on entend souvent. On va beaucoup sur le terrain, on a beaucoup d'équipes sur le terrain. On a beaucoup recruté, nous chez Free, mais mes camarades également. Donc on n'est pas dans une approche où on se dit on va mettre ça à des sous-traitants pas chers. On essaye de faire les choses bien. Et donc c'est vrai que il y a un côté un petit peu décevant, même s'il est légitime, à entendre vos récriminations plus que vos satisfactions. Mais soyez bien convaincus qu'on prend ça à bras-le-corps, parce que perdre un abonné, c'est un crève-cœur. Ça coûte très cher de conquérir un abonné. On est sur un marché où on est 4 opérateurs concurrents. Donc on a en France des prix très bas, je le répète. Et Madame Chiquiro, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait que les prix ont augmenté. On a un forfait sur le mobile à 2 €. C'est quelque chose qui est quand même unique en Europe et qui, je pense, est accessible. Et sur le fixe, les prix sont également très bas. Vous pouvez comparer partout ailleurs. Alors après, c'est jamais assez bas peut-être, mais on n'est pas sur un territoire sur lequel les prix sont élevés. Donc voilà, c'est juste pour vous redire notre engagement. Après, juste très brièvement, mutualisation mobile, on y est très favorable. Après, ça bute parfois sur des contraintes opérationnelles d'une part. C'est que les réseaux radio, parfois, ont des contraintes. Et puis après, des contraintes de temps également. On nous demande de déployer vite. Et quand il faut faire un pylône commun, ça va toujours moins vite. Maintenant, toute disposition qui forcerait à plus de mutualisation, on y est favorable. Et M. Botorel, sur le filtre anti-arnaque, on accompagnera bien sûr. Il y a besoin de quelques réunions sur les modalités opérationnelles, mais ça répond à un besoin légitime. Sur la mutualisation, juste un rappel, dans les zones non denses, qui sont les seules zones dans lesquelles on peut faire la mutualisation, sinon on est en infraction avec la législation sur les ondes, le taux de mutualisation atteint 75%. Donc là aussi, on est dans les pays les plus mutualisés en Europe. Et c'est évidemment l'intérêt naturel des opérateurs d'infrastructures mobiles que de mutualiser évidemment les pylônes pour maximiser leur... Bien, qui souhaite poursuivre? Allez-y, monsieur. Peut-être pour répondre sur la question effectivement d'Éric Botorel, oui, on soutient évidemment toutes les initiatives sur la cybersécurité à partir du moment où il y a les garanties procédurales. Vous le savez, on se l'est dit plein de fois, Orange est très impliqué dans la cyberdéfense avec OCD, et donc tout dispositif qui permet de sécuriser nos concitoyens est effectivement à prendre en compte. Encore une fois, il faut le faire dans le respect du droit, mais je sais qu'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Peut-être pour répondre aux questions plus spécifiques, Orange, vous avez parlé de partage de la valeur, madame, tout à l'heure, madame la députée. Donc la sous-traitance, augmentation de 3,5% l'année dernière, 4% cette année. Donc on rémunère mieux nos sous-traitants. La NAO, vous m'avez parlé, les accords salariaux. On a eu 3,7% d'augmentation l'année dernière, 4,8% cette année avec un accord signé par les organisations syndicales. 20% de chiffre d'affaires est investi dans les réseaux. Plus de 20% de chiffre d'affaires est investi dans les réseaux. Donc je crois qu'on équilibre assez bien entre la rémunération des salariés, le traitement de nos sous-traitants. Peut-être qu'on ne les contrôle pas assez, mais en tout cas, on essaie de les rémunérer pour justement qu'il n'y ait plus aucune excuse sur la qualité. Et puis les investissements dans les réseaux, où, je vous assure, on est présent dans 22 pays africains, 8 pays européens. La France est le pays où on investit le plus, 9 milliards dans les réseaux fibrés. Donc quand on dit qu'on ne partage pas la valeur chez Orange, nous, on estime qu'on la partage effectivement. Alors on peut toujours être pas d'accord sur les clés d'allocation de cette partage, mais le partage est fait en tenant compte de toutes les parties prenantes. Vous avez parlé, monsieur, de procédure d'urgence. Oui, on est en train de travailler sur ces sujets-là. On a des représentants locaux qui sont à votre disposition. Ça ne suffit pas. Pardon, excusez-moi. On a des représentants locaux qui sont à votre disposition. On a mis en place des systèmes de signal réseau, etc. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on retravaille effectivement sur ces procédures. Ça fait partie des débats qu'on a en ce moment, effectivement, pour... Ce sera sans doute pas un 7e plan parce que ça devient ridicule d'empiler les plans comme ça, etc. Mais clairement, on a un sujet dans le cadre du décommissionnement du cuivre. Il faut, jusqu'à 2030. Et surtout, on a un petit sujet, je me permets de le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé de maintenir jusqu'à maintenant, et c'était logique, une qualité de service qui ne vous satisfait pas, mais qui était sur tous les territoires. Maintenant, on va pouvoir entrer dans des phases où la qualité de service va être affectée aux territoires qui n'auront peut-être pas, qui basculeront pas tout de suite sur la fibre. Et ces réseaux-là sont priorisés, je pense, je l'espère, en tout cas on y travaille, effectivement, pour que la qualité soit renforcée dans ces zones-là, versus les zones où il faudra peut-être basculer, aller plus vite vers la fibre. OK, on le fera, on le verra. Je crois que c'était les deux questions, Orange. Très bien, merci beaucoup, monsieur Halimi.
Ah, Huawei, pardon. Ah, Huawei, oui, allez-y. Non Vous alliez la prendre. Monsieur Halimi, allez-y. Non, Alors, attendez. Monsieur Halimi, appuyez sur le bouton. Voilà, comme ça, c'est parfait. on est bon. Non, s'agissant des équipements Huawei, soyons clairs, nous respectons la loi. Tous nos équipements doivent être autorisés par l'ANSSI. Nous respectons ces décisions, même si, je vous le dis, nous avons d'ores et déjà entamé nos swaps. Nous travaillons également avec d'autres équipementiers comme Nokia, qui sont sur toute la chaîne 2G, 3G, 4G, 5G. Donc, que les choses soient claires, nous sommes en conformité avec la loi et ses dispositions. S'agissant de la Savoie, comme vous le savez, monsieur, la Savoie était sous l'escarcelle de Covage que XP Fibre a racheté il y a maintenant 2 ans. Tous nos sous-traitants, sans exclusion, sont soumis aux consignes de sécurité. Malheureusement, il arrive, et je connais le cas que vous avez cité, il arrive que certaines personnes sur le terrain ne respectent pas ces consignes de sécurité. On met en place des plans de prévention et à chaque fois qu'on constate justement des manquements aux consignes de sécurité, nous travaillons avec les services du département pour systématiquement stopper les chantiers et faire un rappel à l'ordre des consignes de sécurité. S'agissant de l'utilisation des infrastructures, le principe de base, c'est nous utilisons les infrastructures existantes, à savoir les infrastructures aériennes d'Orange, d'Enedis. Nous avons été contraints par des délais courts, donc oui, nous utilisons ces infrastructures et nous avançons au plus vite pour respecter les échéances contractuelles. Mais je tiens à préciser une chose. S'agissant également, puisque vous parliez des PM, des armoires de rue qui ne sont... C'est pas vous bon, en tout cas, on en a parlé, donc si c'est pas vous, ça doit être un de vos collègues. Contrairement aux autres infrastructures, autres que les télécoms, nos infrastructures ne sont pas essentiellement dans les immeubles, sont à l'extérieur. Vous avez ces armoires de rue, vous avez ces PM. Donc, par définition, ce sont des infrastructures qui sont beaucoup plus exposées que d'autres types d'infrastructures. Tous les dispositifs de sécurisation ne sont pas parfaits, il faut le reconnaître. C'est très compliqué. Il y a des mesures qui sont mises en place, de la sécurisation, des dispositifs avec des NFC, avec des SMS, mais ça prend du temps à être mis en place. Mais sachez que, par définition, aujourd'hui, il y a plus d'incidents parce qu'il y a beaucoup d'interventions sur le réseau au titre du déploiement. Une fois que le réseau sera déployé, il y aura moins d'interventions et donc il y aura moins d'incidents. En tout cas, nous travaillons en ce sens. Nous travaillons en ce sens. Et enfin, concernant les augmentations tarifaires, je suis au regret de vous dire que nous ne constatons pas d'augmentation tarifaire de l'ordre de 20%, mais nous parlons de montants bien moindres. La France, aujourd'hui, sous le contrôle de mes camarades, est probablement un des pays d'Europe où les abonnements sont le moins chers, que ce soit aussi bien sur le mobile que sur le fixe, alors qu'en contrepartie, nous avons des investissements dans les infrastructures qui sont astronomiques, qui ne cessent d'augmenter, de par le déploiement, de par l'utilisation de la bande passante par les GAFA. On en a parlé tout à l'heure avec l'OTT Ferser. Et croyez-moi que toute l'augmentation de ces investissements n'est pas répercutée sur le client final. En tout cas, pas sur les tarifs de détail. Merci beaucoup, monsieur de Tournarde. Allez-y. Appuyez sur le bouton. Oui, il a également été interpellé sur la question de Huawei, donc affirmer également ici que nous sommes en totale conformité avec la loi et que nous avons tous les agréments obtenus de la part de l'ANSSI, pardon. Voilà. Il n'y a aucune interdiction, par exemple, en Allemagne et en Espagne. Attendez, histoire qu'on entende bien. Si vous décidez de reprendre la parole, vous coupez votre micro et vous l'allumez à côté. Allez-y. Sachant, pour donner une perspective européenne, donc la France a pris des restrictions qui sont appliquées, et donc
notamment par SFR et Bouygues Télécom, mais qu'elle est au juste milieu, et notamment qu'en Allemagne et en Espagne, à ce jour, il n'y a absolument aucune restriction. Bien. Allez-y, monsieur de Tournade. Alors, je vais poursuivre également sur une autre question qui a été soulevée, notamment dans le Bas-Rhin, sur les questions des zones mobiles pas ou mal couvertes. Et rappeler qu'il y a un dispositif qui existe depuis 2018, c'est le dispositif de couverture ciblée du New Deal mobile, qui permet à tous les élus d'un département de remonter les besoins identifiés au sein de l'équipe projet local, qui est pilotée par la préfecture, et qui permet ensuite d'arbitrer au niveau départemental les besoins, de les faire remonter à l'Agence nationale de cohésion des territoires, et ensuite de débloquer une dotation pour permettre effectivement la complétude de la couverture. Ça, c'est un dispositif qui marche bien et vous pouvez y faire appel, bien évidemment. Voilà. Effectivement, sur la qualité, nous avons également revalorisé nos sous-traitants. On a aussi nous-mêmes simplifié nos procédures pour leur laisser plus de temps dans le geste technique. Voilà, et qui aient moins de procédures un peu administratives et qui passent plus de temps sur le geste technique. Bien. Est-ce que l'un de vous souhaitait rajouter quelque chose? C'est bon? Mais écoutez, merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité et la qualité de vos réponses. Chers collègues, avant de vous libérer, je voulais juste vous faire quand même quelques annonces parce que le planning est très chargé dans les jours qui viennent. Demain, jeudi 25 mai à 11h, on a la CMP sur la proposition de loi influenceur qui se déroulera au Sénat. Mardi 30 mai, donc à 17h30, on aurait l'examen de la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs. Le 31 mai à 9h30, on aura une table ronde avec les opérateurs d'infrastructures de téléphonie, donc c'est bien prévu et on l'aura dès la semaine prochaine. Et le jeudi 1er juin à 9h, on aura l'audition de Thierry Breton, conjointe avec la Commission des Affaires européennes. Voilà, planning donc chargé dans les jours qui viennent. Merci de votre présence et merci encore à nos invités pour vos réponses. Merci beaucoup.